devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas gâté depuis quelques temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, c'est le vin chaud. Ça va aller. Ni chaud ni froid, et ben t'appuies sur le bouton marqué médium. Bonjour et bienvenue dans À chaud. Je suis Jean-Baptiste, bienvenue Lionel. Bonsoir JB. Et bienvenue Jérémy. Hello. Nous venons tout juste de voir Moonfall de Roland Emmerich. Le petit hello de Jérémy en dit long sur le film que l'on vient de voir. Moi je suis content. Oui, c'est toi qui as lancé le mouvement, hein, je dois dire. Ah, c'est pas moi qui ai l'idée. J'étais très content quand on m'a fait la proposition. N'allons pas sur ce terrain-là, mais ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Donc on en débriefe tardivement parce qu'il est sorti au cinéma début janvier ou début février, je crois. Début février. Début février. Il y a 2 mois, effectivement. Merci Lionel, le précis Lionel. Merci. Bon les gars, vous en avez pensé quoi à chaud de ces 2 heures Alors c'est du Roland Emmerich. Donc ça c'est cool. Il est pas décevant sur le style et quand on va voir un Roland Emmerich, on attend certaines choses et là on les a. C'est juste que je sais pas si c'est l'âge ou si c'est les années qui passent mais plus il fait des films, plus on a l'impression qu'il parodie ses propres films. Et non, donc ça va. Ouais. Et donc il y a un petit souci, c'est qu'il y a une volonté de surenchère constante dans la synopsis, les situations les plus surréalistes possibles et le non-respect de la règle scientifique sur tout ce qui peut se passer autour de la planète. C'est un pléonasme ce que tu viens de dire, vraiment là. Et tout ça allié au fait qu'il y a de moins en moins de budget, ça pose un peu souci. Parce que du coup, à la fois, il y a très très peu de travail sur l'écriture et du coup, les dialogues, c'est une catastrophe. La présentation, la présentation des personnages, on s'attache à personne. Ils sont tous des énormes clichés qui ne répondent pas à l'action qui se passe autour d'eux de manière humaine. Et du coup, c'est des espèces de personnages parodiques de parodie, quoi. Et ça se ressent beaucoup à la fin, justement, ouais. Quand... Ouais, c'est ça. Non, et du coup, c'est quoi, ouais, c'est là, enfin, no spoil. Non, ben on va quand même pas spoiler. Non, on va faire un petit signal comme d'habitude. Mais voilà, en fait, je pense que moi j'ai bien aimé. Mais j'ai bien aimé pour une très bonne raison, c'est que je savais que ça allait être comme ça. Et j'étais venu voir un film de Roland Emmerich, un grand spectacle que personne d'autre ne fait comme lui. Comme Michael Bay d'ailleurs. Voilà, une surenchère totale. Comme Michael Bay qu'on a vu. Voilà, c'est généreux dans le rythme. On sait pas tout à fait tout le temps vers quoi ça va non plus. On a un petit peu d'intérêt pour savoir comment ça se déroule. Ça, c'est la magie de Roland, effectivement. On ne sait pas où il va. On sait pas, on sait jamais vraiment où il va. Ça déboule, mais c'est une longue autoroute, mais tu sais jamais si tu vas à la mer, à la montagne ou dans la lune. Même à la fin, on n'a pas très bien compris ce qu'il a voulu nous dire. C'est ça. Mais tu es très positif, je trouve, Jérémy. Mais non, mais c'est parce que c'est encourageant. Une note. C'est l'anticipation. En fait, si vous attendez à un bon film, n'y allez pas. Mais si vous avez grandi avec les films de Roland Emmerich et que le fait est que si on veut voir un film dans ce genre-là, il n'y en a pas vraiment d'autres qui sortent régulièrement. Et du coup, si vous attendez un film popcorn qui a un aspect un peu nostalgique, film catastrophe, où tout est perdu, où des millions meurent, mais on s'en fout, on ne le montre pas, ce qui compte, c'est que le héros américain survive. Eh bien, c'est ce qui nous est donné ici. Et du coup, je veux pas utiliser ce cliché-là, mais on ferme un peu son cerveau, on profite, et on se marre entre potes, et on passe un bon moment. Et du coup, c'est ça. Ce qui a été le cas, là, effectivement. On a bien rigolé. On a rigolé. On a fait une grande vision avec plein de gens. C'était cool. Et toi, Léo ? Pour ma part, comme tu dis, effectivement, on savait à quoi s'attendre avec Roland Emmerich. Et non, par contre, moi, je reste sur ma faim, sur ce film.
sur ce film en particulier, quoi, par rapport à ce qu'on a pu voir la dernière fois, par exemple, sur un Michael Bay, où là, vraiment, il y a quelque chose qui se dégage un petit peu plus au niveau même de ce qu'il t'envoie au niveau de l'action. Là, comme tu dis, il explose un peu les choses, il pousse vraiment loin les scènes d'action, quitte à en devenir vraiment mais absurde, vraiment décérébré un petit peu. Et du coup, ce qui était avant même un gros plaisir coupable de voir un Roland Emmerich, tout ce qui était, donc si on résume un peu sa filmographie, donc c'est le monsieur qui a fait Independence Day, 2012, Le jour d'après, ce genre de film, Stargate, film culte de notre C'est pas lui qui a adolescence. fait 10 000 BC ou... Si, 10,000 mais BC. un gros bid ouais. d'ailleurs aussi. ce J'ai film. pas vu, c'est quoi? C'est bien? En fait, C'est un c'est film un truc qui historique, se enfin, passe. Ouais, ça se passe dans 10 000 ans avant. Et en gros, c'est un espèce de film catastrophe avec des mammouths. Mais il y a un sous-texte politique, écolo-politique, un peu Il y a Mélenchon. foireux. De quoi, Emmanuel Chin? Il y a Mélenchon qui Ah, apparaît. Mélenchon, j'ai compris Emmanuel Chin. Mais non, c'est pas. On va dire. Ça fait penser à une espèce de tentative de faire du Mel Gibson avec ce que Mel Gibson a fait avec Apocalypto. C'est sorti, je crois, plus ou moins au même moment. Il en a fait un avec Mel Gibson qui s'appelle The Patriot. Oui, Patriot, avec Jackie Cario aussi. Aussi. Et Heath Ledger. Mais Patriote à fond, c'est trop bien ce film. Je l'ai jamais vu, je t'avoue. Patriot, il est bien. Ouais, il est Moi, je bien. regarde dans mon souvenir. Jamais vu. Donc, je vais pas- Après, c'est Mel Gibson, donc c'est bien. Oui, de toute façon, chaque chose que touche Mel Gibson est bien. Mais juste de mon côté, pour en finir avec le plaisir coupable, bah là, pas tant que ça en fait. Plaisir coupable, pas tant assumé. Je reste sur ma faim et franchement, au niveau de l'histoire, c'est trop n'importe nawak en fait. Là, ça va trop loin. Quoique après, on pourrait dire avec les 2012. Mais dans les 2012, par exemple, il y avait ce côté assumé où c'était la fin du monde. Mais bon, on va pas spoiler, mais là, dans la fin du monde, dans 2012, il y a une fin du monde. Dans Assumé. Independence Il y a- Day, il y a un- quelque il y a un chose point de vue d'assumé. d'auteur. Il y a comme un En- jusqu'au boutisme T'es en train de dire dans qu'il y a ces un point de films-là. vue d'auteur chez Emmerich. Non, j'irai pas jusque-là non plus. En tout cas, un démarrage d'une fin de monde. Exact, oui. voilà, quelque chose qui est annoncé au début et que tu as à la fin. Là, c'est trop téléphoné, ça déçu quand même. Déçu. Mais ici, sans spoiler, c'est dans les trailers, il y a aussi une fin du monde qui arrive très, 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 très vite. Exact. Parce que dans les films de Roland Emmerich, il y a, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ce qui est notamment très, très bien fait dans le premier Independence Day, c'est que c'est très, très lent la mise en place. Les personnages observent petit à petit ce qui se passe. Ils s'en rendent compte les uns après les autres. Ils se transmettent l'information. Ils prennent des décisions. Et on voit la chose se mettre en place sur le premier acte jusqu'à la fin du premier acte. Ici, il y a d'autres choses qu'il veut mettre en place dans le scénario. Et du coup, il traite ce scénario fin de monde, ces plans larges catastrophiques, dès le début. C'est expédié en quelques scènes. Et du coup, zéro ressenti au Oui, niveau de... Non, mais on en fait, ressent rien. Tout est balancé d'un coup, c'est un bloc en fait. On pousse les éléments, pouf d'un coup. Mais j'ai l'impression que c'est un problème d'argent de producteur en fait. C'est vraiment un problème de financement. Mais il a eu les moyens pourtant, 150 millions le film. Ouais, 150 donc, millions. Mais il Donc avait quand les même, moyens, mais il n'avait pas les moyens de le mettre là-dessus. Que ce soit au niveau de l'argent, mais ce soit au niveau aussi du temps et du scénario. Parce que je pense que ce qu'il voulait mettre en avant, c'est la suite. C'est ce qui se passe après par rapport à la Lune, par rapport à l'espace. Et du coup, il y avait besoin de mettre ces plans larges catastrophiques pour exprimer en fait l'introduction, l'exposition du début. Mais ça faisait pas partie des grands moments en fait de son film. Et on Non. le sent d'ailleurs parce là où il prend son kiff, je trouve où je suis plus rentré dans le film, c'est vers la fin où il y a effectivement ce twist, cette dérivation de scénario où là on sent qu'il s'est plus amusé. Alors que effectivement, mais je trouve que voilà, Emmerich a une lente déclinaison au niveau de sa carrière. On sent effectivement énormément le manque de moyens, mais on sent qu'il se prend enfin c'est marrant parce qu'il est dans l'air du temps et en même temps il n'est pas du tout dans l'air du temps. Mais en fait, il est dans l'air de son temps. Moi, C'est sa c'est ça qui me réalité. fait chier, c'est que même il s'autosuce quoi. Dans ce film, il y a énormément
d'autoréférence à ses propres films, quoi. Oui, en fait, oui. Ça fait un peu, ça fait mal, quoi, ça Ouais, fait chier. Moi, c'est ça qui m'a vraiment désappointé. Enfin, j'ai été, je suis un fan de Emmerich. Voilà, Independence Day pour moi a été gamin, c'était une claque monstrueuse. Mais parce qu'il y avait une promesse d'un spectacle. Enfin, je me souviens des bandes annonces qui passaient sur le dimanche soir avant le film de TF1. Je me souviens d'avoir, enfin, c'était en 96, j'avais 13 ans. Je peux te dire que purée, ce truc-là, je l'ai attendu, je l'ai même vu en avant-première à Londres. C'était quelque chose, quoi. Il y avait Monsieur a été le voir à Londres. Ah oui, carrément. J'avais rien pigé, j'avais 13 ans, c'était en anglais. Mais c'était dingue. Et à l'époque, les films sortaient 6 mois après en France, hein. C'était en octobre en France et moi je l'avais vu en juin à Londres. Et il restait En 6 juillet, mois à l'écran. Oui, en plus. En plus. Mais Aujourd'hui, t'as Spider-Man No Way Home qui reste 6 mois à l'écran. oui, ça c'est un autre débat. Il est encore aussi. Il est encore à l'affiche. Ouais, il est Ok, encore Kinopolis. Incroyable. Et là, j'ai l'impression que c'est un espèce de fourre-tout puisque je retrouve tous les ingrédients de Emmerich, mais condensés en 2 heures. Mais en même temps, le temps est tellement mal géré, le rythme est tellement mal Le foutu. rythme, ouais, le le rythme est claqué. Ouais. Le rythme, il est complètement à la ramasse, mais vraiment à la Le ramasse. début, ça va à une vitesse, tu ne comprends plus. Si tu loupes, je veux pas dire que si tu loupes une scène de dialogue, tu vas rien comprendre parce que forcément, il te rappelle les choses et tu peux Ah oui, ça, toujours tu te l'as- raccrocher à l'histoire. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais ça va d'une vitesse, comme Ouais, tu dis. t'as des backgrounds de personnages qui sont présentés en 20 secondes par un coup de téléphone, C'est- mais des personnages principaux. Hein. Oui, et c'est de l'exposition nulle en fait, je trouve aussi. Ouais. Ou par des autocollants ou des posters dans une pièce où on te Ça, fait c'est comprendre la comment, technique Hitchcock, mais ouais. qui là est appliquée en mode pas réfléchi et C'est subtil. dans ta face, comme ça. Quoi. Qu'est-ce que t'as pensé, JB? Eh ben écoute, c'était pas une déception, pas un kiff, mais j'avoue que la fin, on tombe dans des poncifs de la science-fiction que j'adore, c'est des théories que j'adore. J'ai lu pas mal de bouquins par rapport à ça. Conspirationniste. Ouais, non, j'expliquerai après la référence du livre auquel je parle quand on arrive en partie spoiler. Mais je trouve que c'est un fouillis sans nom. Les acteurs sont vraiment en roue libre. On doit citer quand même les acteurs. Il y a Patrick Wilson, Ali Berry et notre cher ami de Game of Thrones, qui va arriver très très peu dans 2 secondes. John Bradley, Voilà, John Bradley, alias Cassé Ousmane dans le film. Donc Tout à fait. Qui jouait le pote de Jon Snow dans Game of Thrones. Qui joue pas mal. Hein, C'est le seul qui s'en sort, Ouais. mais aucune de ses blagues ne m'a fait rire. Il a une Tout tête de- l'humour il a est à une côté tête de la de plaque. con. Ouais, dans l'écriture, le quoi. film. Mais Ouais. moi, je trouve que c'est un condensé. Tu vois, avec les pieds. j'ai eu du 2012, j'ai eu quoi encore? J'ai eu du Armageddon, même si c'est pas lui. J'ai eu du Stargate avec le côté grands anciens. J'ai eu le côté mais foireux de tout, mais le mauvais Emmerich en fait. Parce que Matrix Emmerich, aussi, tu vas pour un spectacle en fait, tu t'attends pas. Bon, je vais pas faire Ouais. l'analogie avec Michael Bay parce que Michael Bay est quand même un cran vraiment au-dessus. Il y a une subtilité mine de rien qui s'approche derrière ça. Pour le coup, là, oui. Pour le coup, Michael oui, Bay, carrément. Mais ici, je trouve qu'on est vraiment dans un cliché du blockbuster, mais des années 2000. En fait, c'est un film qui est hors de son temps. Ce film n'a plus raison d'exister à l'heure actuelle. Et malheureusement, en même temps, il a raison d'exister. C'est pour ça que j'ai comme envie de le défendre. Parce que Il a justement, raison d'exister, quand tu même. vois, 150 patates dans un truc comme ça qui se vaut de la gueule au box-office. D'ailleurs, Lionel, tu vas nous rappeler après le box-office mondial. Je peux le dire maintenant, si tu veux. Et justement, c'est intéressant. Il faut que des films comme ça continuent d'être développés. Il le faut, absolument. Parce que c'est un nanar, en fait. C'est un nanar moderne avec la technologie, avec du CGI de partout, avec des fonds verts de partout, où on sent très bien que les comédiens sont à côté de la plaque. C'est des private jokes, des punchlines et des jokes dans tous les sens, mais qui ne fonctionnent pas. Mais en même temps, je trouve qu'il y a... Ce ridicule, ici, ne tue pas. Je sais pas si vous avez aussi ce même sentiment. Ouais, c'est difficile à dire si c'est assumé, mais Ah non, je crois qu'il est premier degré. Hein. Ouais, je Mais- pense que là, il y a le second degré, il est plus là, quoi. mais comme tu dis, c'est un style de cinéma qu'on voit plus trop. Et c'est en fait pourquoi on a envie de le défendre, parce que ça fait plaisir de le voir encore en 2022 et qu'il ait au moins un budget pour le faire. Qui sort au Et, cinéma. et on sait très bien que le jour où Emmerich fera plus de films, on n'aura plus ce genre de film comme ça. Mais Et si du tu- coup, on a envie de le défendre. Mais c'est aussi un peu le côté nostalgique, hein, évidemment. C'est une belle catastrophe en fait. On est sur du nanar en fait. Il y a une joie de le voir entre potes,
de Ouais, ouais. voir comme ça, de commenter, de pouvoir parler. On a eu la chance de pouvoir parler sans que ça fasse chier personne. Parce que juste pour rappeler, on ne l'a pas vu au cinéma. Non, cette fois-ci, on n'a pas On vu. n'a pas été dépenser un billet pour le voir. Non, on a loué une juste, VHS qui nous a transporté des Amériques pour nous la porter gentiment dans une salle avec des amis. Mais je trouve que c'est comme ça qu'on doit voir ce genre de film et c'est comme ça que ce film doit exister. Et c'est pour moi, franchement, si on avait payé 15 balles pour aller le voir au cinéma, je sais pas si j'aurais vraiment assumé le même avis. En même temps, on se contredit, puisque vu qu'on aime bien ce cinéma, il faudrait un petit peu l'aider pour pouvoir le revoir plus tard. Ouais, logiquement, ouais. Ouais, logiquement, c'est vrai que... T'as le Michael Bay, on l'a payé parce qu'on se dit, voilà, si on veut voir du Michael Bay au cinéma, il faut quand même qu'on y aille. Et Roland Emmerich, après, bon, apparemment, c'est un grand garçon, il sait où aller chercher l'argent. Oui, Donc, il a réussi à séduire les bonnes personnes. Il a Mais réussi, ouais. en même temps, c'est aussi affreux de voir un déclin, en fait. Après, ce déclin, pour moi, il a commencé très tôt. Hein. Dès Godzilla, en fait, on l'avait perdu. Donc, il y a le jour d'après que je trouve encore honnête, avec un Dennis Quaid en grande forme, avec quelques scènes mémorables. Mais là, en fait, ouais, il y a le jour d'après, j'ai oublié de le citer. Ouais. Et même 2012 m'avait quand même fait triper. J'avoue l'avoir vu au cinéma et avoir pris un plaisir coupable, bien sûr. Il y avait Mais- des personnages un peu plus... Ouais, John Cusack était quand même intéressant. Même Woody Harrelson, moi j'aimais bien. Ah oui, dans sa caravane, fou là, un peu ouais. Et là, on trouve des petits bouts de Conspirationniste personnages encore. par-ci par-là, mais sans aucun liant, enfin la mayonnaise ne prend pas en fait. C'est exactement ça, la mayonnaise ne prend plus. Et on est loin de ce côté où un scénario, une idée. Là, c'est 15 000 idées pour en fait arriver à son idée principale, mais on a le complotisme aussi avec Donald Sutherland, qu'il faut pas oublier de citer, qui nous a cachetonné 2 minutes à l'écran. On y reviendra en mode spoiler, mais alors là... C'était quelque chose. Donc, Ouais. moi, j'avoue que effectivement, tu Mitigé. as oui, Donc, Je- 3 avis différents sur ce film. Parce qu'on aujourd'hui. est content qu'il existe. Ouais, non, Voilà. non. Et on a voulu le voir, donc c'est clair que... oui, parce qu'on avait un autre film en stock et finalement, on s'est décidé au dernier moment pour ça. Je pense que le conseil, c'est de savoir dans quoi on s'engage avec ce film. Si vous aimez les films de Roland Emmerich pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des bons moments à passer avec des amis en sachant ce que vous allez voir, il fait pas vraiment exception, mais il reste dans le fond du panier de sa filmographie. Parce que toutes les choses qui commençaient à aller de moins en moins bien au niveau du scénario, au niveau du jeu d'acteur et de l'écriture, est encore un cran en dessous ici. Mais les ingrédients principaux sont là, et du coup, oui, c'est 2 heures, mais je trouve que ça semblait pas si long que ça, au final. Non, on l'a pris. Ouais, parce qu'on a Vraiment. parlé aussi. Hein. C'est vrai. C'est vrai que Sinon, peut-être c'est que l'avoir pas, vu au cinéma, ça nous aurait un peu déchanté. C'est un petit peu comme regarder un pas très bon film d'horreur entre potes où on Ouais. accepte de parler et on se pose la question qui va y passer, de quelle manière, un bon slasher ou un truc comme ça. Là, c'est Exact. un bon film catastrophe. Une personne se sacrifie les uns après les autres dans des situations complètement absurdes où chaque personnage prend évidemment la mauvaise décision à tout moment. Et du coup, ça, oui, Ça, oui. La mauvaise décision, c'est en permanence. Ouais. Et comme tu dis, ouais, ces personnages, ces archétypes à chaque fois où tu attends le moment où ça va tomber pour eux, quoi. Tu le sais. Et toujours un thème qui revient beaucoup chez lui aussi, c'est le thème de la famille, le thème des relations, le thème parents-enfants, le thème du divorce. Ça, tu l'as tout le temps. Hein. Tu Ça, l'as c'est- tout le temps, un peu comme Michael Bay d'ailleurs, il aime bien aussi parler de ça. Les enfants. hein. Mais voilà, c'est pas très bien traité, ça ne supporte pas le scénario. Et du coup, on s'attache pas vraiment au personnage, on se fout pas mal de... Il y a une idée de la Lune sur laquelle il se concentre et on sent qu'il a envie d'y aller en fait. Dès le début du film, on sent qu'il a envie d'aller sur cette Lune et il faut se dépêcher, Mais- faut se dépêcher. Et pourquoi course. c'était un C'est une peu... course. Et pourquoi c'était un petit peu dommage aussi, c'est que, je sais pas vous, mais j'ai eu des petites surprises au niveau des révélations de scénario, où, oui, c'est n'importe nawak, mais il y a des trucs marrants.
Il y a des trucs où Genre. ça fait partie des spoilers, donc on en parlera. Mais tout n'est pas dans le trailer. Et du coup, dites-vous quand même que en le regardant le film, dans le scénario, dans les révélations, il y a des choses, vous y attendrez pas forcément. Je suis d'accord avec toi. Le trailer t'amène un peu, pas sur une fausse piste, mais t'amène sur une autre voie qui, en fait, le film, au final, si bien sûr vous n'êtes pas fait spoiler le film avant de le voir, parce que vu que maintenant ça fait 2 mois et ça a quand même pas mal circulé, oui, il y a une idée. Bon, elle est ce qu'elle est, l'idée, Ouais. quand même. Mais il y en a une. Mais voilà, il essaye de te proposer quelque chose qui, au forceps, après, c'est à prendre ou à laisser, quoi. Mais tu sens que c'est comme ça qu'il construit ses scénarios, c'est qu'il a son idée de Ouais. fin, il a son idée de révélation, et il construit son film en sens inverse à partir de ça. Voilà, en y ouais, mettant ses ingrédients classiques. C'est exactement il a un ça. goal et il faut y aller et par tous les moyens, quoi. Probablement pour ça que toute la partie catastrophe sur Terre, présentation des personnages et voilà est expédiée au début parce qu'il veut vite arriver à ce qu'il excite à l'ingrédient nouveau de ce film-là. Mais après, c'est pas un voyage cinématographique. Tu vois, j'ai pas rien ressenti dans sa mise en scène qui m'amenait à ça. Je sentais juste un truc au forceps avec des personnages caractérisés à la va-vite et juste une urgence scénaristique brouillonne, en fait. Il y en a qui font ça, qui arrivent à te fixer. Par exemple, j'ai l'exemple de Jurassic Park, tu vois, de Spielberg, qui est l'intérêt, c'est justement de montrer, d'arriver sur pour moi, le T-Rex, cette scène du T-Rex. Mais tu as toute cette justification scénaristique et cette construction. Et après, et puis même l'aftermath est intéressant, même s'il est moins fort. Mais Mais non, Tu es déjà à fond dans le film avant d'arriver sur le T-Rex Sur le et c'est juste le cherry on the cake, quoi. exactement. Alors que là, le Cherry on the Cake, c'est en fait C'est la cerise qui se met sur rien du tout. Oui, c'est Parce ça, qu'à la en base, fait. il y avait oui, il y a pas un de gros gâteau. gâteau, il y a un gros gâteau, mais Quoique, il y a pas il y a la- peut-être avec la gravité de la Lune, la Ouais. cerise peut tenir Qu'est-ce que en t'es en l'air. train de raconter là? Qu'est-ce que t'es en train de- Mais non, mais tout le monde s'imagine bien, évidemment, avec ça, c'est dans les trailers et c'est expliqué dans la première minute du film, c'est que le scénario, pour résumer rapidement, c'est la Lune a changé son orbite et se rapproche doucement, voire rapidement de la Terre. En 3 Et les orbites. En 3 orbites. Ouais, et les conséquences sur la Terre se font sentir dès le début, ce qui implique les scénarios catastrophes. Et la question est de savoir comment les personnages principaux vont pouvoir changer le cours des choses avec cette lune. Ouais. Voilà. Non mais c'est bien résumé, En même temps, en voyant la bande-annonce, je t'avoue que j'étais incapable de me dire quoi que ce soit, en fait. Je savais pas à quel film m'attendre parce que le titre est, je trouve, putassier et ne révèle pas justement le potentiel du film. Et en même temps, je sentais déjà le côté fouillis avec ce mélange de 2012, avec ces plans larges de LA détruit, tout ça. Donc, je trouve qu'au final, je savais que ça allait mener à rien, en fait. Ouais. Je sais pas, Lionel, qu'est-ce qu'on a... Oui, je pense que l'idée du trailer est de poser une situation impossible, et c'est toujours une situation plus impossible que la précédente. L'idée qu'une lune s'écrase sur la Terre, ou en tout cas se rapproche gravement de la Terre, et une orbite qui est de plus en plus problématique, ça pose la... Et vu que l'audience sait qu'on doit trouver une manière ou d'une autre de faire sortir les personnages de cette situation catastrophique, il espère créer cet intérêt de se dire, tiens, mais comment c'est bien possible de sortir de cette situation-là? L'idée d'une force alien ultra très forte dans Independence Day qui a envahi la Terre, comment les héros principaux vont s'en On sortir? y est alors. Mais comment les héros principaux vont s'en sortir dans Principaux. Independence Day des aliens qui envahissent la Terre? Ah, tu parles d'Independence Day. Independence Day, bien sûr. Ah. C'était l'idée de dire, ah voilà, situation improbable, des aliens qui ont une technologie de ouf, comment ils vont s'en sortir? Ça va pas être évident. Et scénario suivant, fin du monde écologique, fin du monde à cause du climat dans 2012, comment les personnages vont bien pouvoir s'en sortir? Et là, il surenchérit, écrasement de la Lune sur la Terre, comment c'est bien possible d'en s'en sortir? Et du coup, c'est ça que les gens
c'est pourquoi les gens pourraient être intéressés à voir le film, c'est se demander mais comment ils vont bien pouvoir Quel est tourner le les plot, scénarios. effectivement, Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un schéma de Roland Emmerich, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours cet enjeu écologique, en fait, qu'on ne soupçonnerait pas chez un réalisateur de ce type-là. Est-ce qu'il y en a un là? Bien sûr. Bah, ici, oui, quand même. C'est Oui. toujours une métaphore. C'est hein. toujours une métaphore de... Tu vois, même Godzilla, c'est une métaphore Ah oui, méga, ça, ultra je écologique. vois, 2012, bien sûr, Il- aussi. Même 10,000 toujours BC, d'après. c'est une métaphore écologique pour ce côté, ce retour oui. à la primitivité. Il Mais met, tu vois, il met toujours en avant le fait que ce qui arrive aux hommes est de leur faute. Et sans spoiler, dans tous ces films, l'homme a une responsabilité dans la Ça, cause de, ok. ce qui arrive. Et les militaires aussi, surtout. Les militaires ont Bien une sûr. part de cause. Ça. Mais tu vois, il y a toujours une promesse, je trouve, qui est tenue dans tous les titres de ces films. Le jour d'après. Je trouve excellent titre. Independence Day, ça part sur justement la fête nationale américaine. Ça parle d'indépendance, le fait de America. liberté. Liberté. Mais tu vois, il y a toujours 2012. Il y a une promesse, tu vois. Tu sais que 2012, la date clé, fin du monde, tu vois. Paf. 10,000 BC, même si le film est nul parce que c'est du Avatar-like. En fait, j'ai lu le résumé entre temps et non, c'est pompé à mort sur Avatar. Mais c'est sorti avant Avatar, non? Non, c'est 2008. Ah ok, attends pour moi. Et- Avatar, c'est Avatar, c'est 2009. 2009 Avatar. Oh, pardon, c'est moi alors. Donc c'est Avatar qui a Mais, pompé sur. bah, 10,000. ils ont tous les deux pompé sur Pocahontas. Oui, je quoi. pense que oui, c'est ça. Ah bon. Et James, si tu nous entends, je t'aime. Mais dans le sens que, tu vois, ta promesse, elle est tenue. Tu vas voir 10,000 BC, même si c'est foireux, tu sais que tu vas voir un truc de primitif. Là, Moonfall, je suis désolé, mais moi, je vais voir la lune s'écrouler, quoi. Bah, moi, il y a celui que j'ai pas vu, c'est celui dont tu parlais juste avant, Midway. Ouais. Mais Tu ouais. Vous l'avez vu, vous? Non. Non, j'ai juste vu des critiques qui étaient un petit peu comme là, nous, maintenant pour Moonfall, des critiques qui étaient un petit peu désolés pour lui parce qu'il y avait un certain effort de parler d'une bataille beaucoup plus méconnue que C'est historique, là, en Pearl fait, Harbor. par Oui, contre. c'est Là, c'est une attaque sur une île du Pacifique qui a un peu renversé les pouvoirs entre... Parce qu'en fait, ce qu'on parle très peu dans les films, dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, entre Pearl Harbor et Midway, où il y a quand même pas mal de temps qui se passe, je ne sais plus combien de mois, le rapport de force Japon-États-Unis était pas du tout établi et beaucoup se disaient que le Japon était supérieur. Et Midway a été une victoire fracassante pour les États-Unis. Probablement... en tout cas, le film met probablement en avant des stratégies incroyables que les Américains ont eues comme idée, etc. Bref. Roro a dû s'en occuper, Et effectivement. voilà. Mais du coup, c'est quand même une part de l'histoire qui est intéressante. Et le fait qu'il ait mis autant de budget pour s'attaquer à ce sujet-là était quand même intéressant à observer, quoi. Mais évidemment, ça reste du Roland Emmerich. Donc je pense que pour l'exactitude historique, il y a peut-être des choses à revoir, quoique. Mais en fait, maintenant que j'y pense, voilà, je suis un YouTuber qui s'appelle History Buff, qui est un... Je croyais que tu allais dire du Randall. Non, un historien, quelque chose d'un peu plus sérieux. Et du coup, c'est un passionné d'histoire qui reprend des films et qui prend le temps sur 45 minutes, 1 heure de voir les exactitudes historiques des films. Oui, je vois Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se fout pas mal de la qualité intrinsèque du film, mais il juge vraiment les films sur est-ce qu'il fait honneur à l'histoire. Et il mettait en avant le fait que, à toute sa grande surprise, il était persuadé qu'en allant voir Midway, que ça allait être une catastrophe à ce niveau-là en tout cas. Apparemment, ce n'est pas le cas. Et du coup, il s'était entouré, Roland Emmerich, pour Midway d'historiens et c'était important pour lui que ce soit assez exact. Et donc c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé plus parce que je pense que c'est un film qui sort vraiment de sa filmographie par rapport à ça, même si c'est assez impressionnant en termes d'action et donc dans la patte, ça reste probablement du Roland Emmerich. Il y a un côté respect de l'histoire et exactitude qu'on ne retrouve pas du tout dans ses autres films et qu'on n'attend pas au passage. Non, puis en plus, il y avait ce côté un peu de... J'ai l'impression qu'avec Midway, il avait cette volonté de revenir un peu aux sources du public américain, à essayer de parler d'une bataille patriotique, comme il a fait avec The Patriot,
pour essayer de. Mais je trouvais pas Enfin, c'est bien que t'en parles. Tu me donnes vraiment envie de voir Midway. C'est assez bizarre. Moi, du coup aussi. Mais vraiment, parce que je m'attendais. Tu vois, j'ai pas cet aspect-là. Quand j'ai vu débarquer, pour moi, je voyais le Pearl Harbor de Michael Bay qui porte bien son nom, où c'était le désastre total. Mais moi, je repense du coup au côté patriote, ce côté grandiloquent. Et voilà. Mais après, je me demande, est-ce que finalement, Roland Emmerich, c'est quoi son style déjà visuel? C'est quoi son style à lui? Puisque j'ai l'impression que c'est tout du piqué, tu vois, c'est piqué de partout. Et au final, je suis assez admiratif du sillon qu'il a réussi à creuser tout seul, en fait, et à essayer de pas dévier. Mais malheureusement, comparé à Michael Bay qui a réussi à se remettre en question quasiment à chaque film, à essayer de repenser à son cinéma, ici, on n'est pas dans du cinéma. Si on est sur une formule. Oui, on n'est plus du tout dans du cinéma. On est sur sa propre formule en fait, où, comme tu le disais tout à l'heure, il y a une idée principale et peu importe le chemin que je vais employer pour y arriver, je vais y arriver, quoi. Et ça incombe du coup le traitement des personnages, la cohérence des scènes, juste après les autres, ça part en couille totale. Et ça, c'est... Et apparemment, ses intentions sont assez nobles parce que depuis le début des années 90, ce qu'il veut apparemment souvent mettre en avant, c'est une conscience écologique. Alors, il fait pas ses films comme Al Gore, donc il va pas faire du documentaire sur l'état catastrophique de notre planète et sur et à proposer des solutions. Mais par contre, il met toujours cette métaphore de l'homme qui va droit dans le mur, quoi. Ouais, mais en s'amusant. Ah oui, complètement. Ouais. Ouais. Mais en s'amusant, parce que c'est ça. Oui, c'est ça. À son échelle, quoi. Parce que c'est fun. Mais comme tu dis, en fait, il n'y a pas de violence. Il y a des millions de morts, mais à aucun moment j'ai senti un poids présent sur moi en tant que spectateur et de culpabilisation. Non, parce qu'il y a une fatalité toujours. Même dans le pire des cas, culpabilisation, mais même de me rendre compte de la gravité des événements. À aucun moment, j'ai eu peur pour qui que ce soit dans le film. Et à aucun moment, j'ai eu d'empathie pour quelconque ça, c'est un problème. Personnage. C'est le gros problème du film. Tu n'as pas assez de promesses par rapport à ça, quoi. Tu vois, autant dans Independence Day, Goldblum, je croyais à son histoire. Même Will Smith, on croyait à son histoire. Ouais. Et on suivait et on est allé gaiement. Même si là, voilà, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de ressuscités à Independence Day, notamment la fin est très très proche. Ouais, et il y a un truc qui est intéressant, c'est que on a toujours, pour ceux qui n'allaient pas voir plus loin que la surface du scénario, beaucoup ont toujours critiqué la mise sur un piédestal de Roland Emmerich, du patriotisme et de l'impérialisme américain. Je trouve qu'ici, il y a... Alors, je ne sais pas si c'est lié à un potentiel financement par la Chine du film. Je crois, léger. Mais un des thèmes nos amis chinois. Nos amis chinois. Mais un des thèmes du film, c'est quand même un petit peu la descente du pouvoir américain et les États-Unis qui se reposent un petit peu sur leur laurier. On parle des manques de moyens de la NASA à plusieurs moments. On parle que la grandeur de la NASA, c'est le passé. On parle d'aller chercher potentiellement des moyens C'est un discours qu'on entend depuis longtemps, je trouve. Oui, mais très vite, on met en avant dans le scénario que les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose. Et ils fuient très très vite. Les plus hautes... ils n'ont qu'une solution. Ils ont très, très rapidement plus de solutions. Et les solutions viennent rapidement d'autres pays, même si les protagonistes restent américains. Il y a cette mise en avant du fait que on ne pourra pas spécialement compter sur les États-Unis pour... T'avais ça en 2012 aussi, hein. Et il y avait aussi un aspect aussi par rapport à la Russie en 2012. Oui, c'était avec avec le milliardaire russe avec les bagnoles de luxe dans l'avion cargo. Je sais pas si tu te souviens. Exact, oui. Mais voilà, la déconstruction du mythe américain. Alors c'est marrant que du coup cette et la critique aussi. Non, mais elle vient après Midway, c'est ça qui est intéressant. Oui, bah après, encore une fois, Midway, je pense que c'est une parenthèse historique et du coup, pas spécialement un commentaire sur la situation précis, politico-écologique actuelle.
Mais oui, il y a quand même un peu une mise à jour de sa vision de la puissance américaine, j'ai l'impression. Et c'est pas pour rien qu'il a fait aussi le film White House Down. Oui. Rien que son titre veut tout dire. Ouais. Mais je sais pas si vous vous souvenez de Independence Day 2. Alors moi j'avoue que je l'ai vu et justement par rapport à la Je l'ai déconstruction vu du et je mythe l'ai rapidement américain. oublié, mais En fait je me souviens même plus qu'est-ce qui se Je passe. suis endormi devant, donc, Je me souviens... Non mais je me souviens plus du tout, mais du tout. alors il essaye de refaire le même film. Oui, de mon souvenir. Ça se passe 20 ans plus tard. Et sans Will Smith. ça commence d'ailleurs sur la Lune, où il y a une Exact. station tu vois, je de la me NASA positionnée sur la Lune, et il y a le fils de Will Smith, parce qu'ils n'ont pas pu payer Will Smith pour dans ce- C'est étrange. Oui. qui est sur la station lunaire. Et en fait, la Lune est un avant-poste de la NASA, et il découvre le retour Des aliens. des aliens, et en fait ils reviennent plus forts, plus grands, plus tout ce que tu veux, parce qu'en fait le vaisseau alien du premier film n'était qu'un petit satellite de reconnaissance, bon, pas de reconnaissance mais un petit vaisseau, Un outpost. un petit plus loin, vaisseau toujours plus qui haut. voulait juste terraformer la planète, ou non, extraire les ressources de la planète rapidement, et c'était sans compter la force de l'impérialisme américain. Et du coup là il renforce énormément la puissance des aliens, sauf que exactement comme le retour de la force, non, le numéro 7 de Star Retour de Wars, la Force, oui, ouais. exactement comme dans le retour de la force, les aliens font la même erreur que dans le premier film, c'est-à-dire que tout le pouvoir et toutes les Centralisé. forces sont centralisées sur l'énorme vaisseau mère, et évidemment ils trouvent une solution pour y aller et attaquer dans le cœur du truc. Et évidemment, il y a des choses qui se passent C'est aussi, aussi un peu le plot du 9, sur- du sur- dernier Star Wars. du 7, du 9 et du 1 et Non. du 2. Non, du 4 et du Toujours 5. génial, ça, en fait, du quand 4, la- du 5, du 7 quand et du toute la 9. force est centralisée sur un navire. en Mais fait. on Donc, refait c'est- toujours le même film. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est toujours une itération, mais en fait, l'itération est de moins en moins propre. Ouais, mais du C'est coup, comme les copies de VHS. il nous tous fait une tous les copie de éléments, VHS de ouais. VHS, où vraiment, tu vois mais pas voilà, bien. c'est ça. Et donc tous les éléments qui marchaient bien dans le premier Independence Day ne marchent pas ici. Pas d'éléments de surprise. Un rythme beaucoup plus claqué, extrêmement rapide aussi au début. On prend pas le temps de présenter les personnages, on prend pas le temps de s'y attacher non plus. Jeu d'acteur, voilà. Et du coup, ce qui maintient un petit peu le film et ce qui te tient jusqu'à la fin, c'est probablement Jeff Goldblum qui s'accroche. Ouais, Et ouais, il y a une ou deux blagues qui passent de temps en temps. Et à côté de ça, non, c'est pas bon du tout. Et je dirais même que je pense que j'ai passé un meilleur moment sur Moonfall que sur le deuxième Independence Day. Probablement parce qu'il y a cette tristesse de voir refaire devant quelque toi chose, un ouais, assassinat d'un film que tu as bien aimé. Assassinat, viol, Une assassinat. nostalgie, Voilà. qui est complètement violée un petit peu, quoi. Ouais. Donc, mais c'est aussi ça, je trouve, on en parlait déjà, les personnages sur ce film-là, Moonfall, c'est la caractérisation de ces personnages, c'est d'un classicisme total, quoi. Ah, C'est c'est dans le vraiment- classicisme, c'est... Il n'y a aucune originalité, c'est Puis horrible. Le coup du héros déchu, parce qu'en fait, Ça, complètement, c'est Patrick dur, hein. Wilson est soi-disant un astronaute héros qui malheureusement il lui arrive une tuile dans l'espace qui fait que voilà il est déchu. Bah, je trouve ça mais c'est lamentable. C'est vraiment une série de Est-ce qu'on clichés. rentrerait pas dans la zone spoiler? Ben oui, donc Oui, on va on finaliser, on fait le dernier. peut le tour. conclure pour la partie pas spoiler. Justement, Lionel, ton dernier avis sans spoiler. Mon avis sans spoiler, je reste sur ma position où ça a été quand même. Ça n'a pas été dur, effectivement. C'est un film qui passe, mais à voir entre potes, mais quand même par rapport à ce dont je pouvais m'attendre, une petite déception. Donc, c'est contradictoire, parce qu'effectivement, comme on disait, voir ce film au cinéma, c'est quand même pouvoir se permettre de voir toujours ce type de cinéma dans les salles. Mais en même temps, ça m'emmerde de dire aux gens allez voir ce film au cinéma. Allez vous payer 10 € pour aller voir ça avec.
c'est quand même, ça fait mal au cul, quoi. Donc, Achetez le Blu-ray quand il sera en solde. ouais, dans quelques mois. éventuellement dans ces cas-là. Et matez-le vous quand même sur un bon écran, parce que sur Avec des un potes. téléphone ou sur un PC, ça vaut pas le coup. Si vous avez moyen de le voir sur un bon écran, voyez-le, et avec un bon son. Parce que à ce niveau-là, quand même, Ouais, c'est pas mal. Hein. il Et puis a les il y moyens. a Il y a du travail. quelques scènes de dégâts sur Terre qui qui envoie du lourd. Hein, ça, qui envoie pas mal. c'est- Beaucoup de scènes qui sortent de l'immersion parce que clairement fait sur green screen et pas toujours de bon goût. Mais il y a rien à faire. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a des Ça, on va y équipes revenir. pour faire des dégâts et pour faire des catastrophes naturelles. Il a n'a des pas équipes son qui pareil. ouais, il sait s'y prendre. Du coup, toi, Jérémy, oui. Donc, Ben oui, après, voilà, moi je m'attendais pas, je savais que n'allait pas être bon. J'attendais cette expérience entre nous à profiter d'un film qui fait plus rire qu'autre chose et ça a marché. Du coup, je suis content de l'avoir vu. Et donc voilà, pour les spectateurs prévenus, il y a pas trop à hésiter. Je conclurai en disant que c'est un très bon nanar. Et que, tu penses que c'est un nanar, du coup? mais oui, pour moi, c'est un bon nanar, un nanar de 2022. Parce qu'il est assumé. Du coup, Un nanar, du début à la fin, t'es pas dedans. En tout cas, t'es Non, dedans je- d'une autre manière. J'ai eu l'impression qu'il y avait certaines petites scènes où pendant 1 ou 2 minutes, il y avait un petit moment où on était un petit peu dedans quand même. Je te laisse ça pour toi, mais en tout cas, je te Je le parle- laisse, hein, parle je pour te le toi. laisse, hein, tu le gardes. Mais Il y a des moments où il faut se concentrer, effectivement. Peut-être. Attends. après, Non. il m'a eu, il m'a eu à des moments à la fin, mais non, mais moi je reste sur le fait que c'est un nanar et que je suis content de l'avoir vu, pas déçu, vraiment pas. Je m'attendais quand même à mieux. Non. Je m'attendais à mieux. Yes. J'espère. En fait, c'est toujours ce petit garçon au fond de moi qui espère, qui attend, J'ai juste. Enfin, je regarde plus du tout les bandes annonces. Je regarde juste. Là, je suis tombé dessus il y a longtemps et j'avais été quand même un peu hypé. Et ma hype est très vite descendue. Puis finalement, bah voilà, il est venu. C'était cool de le voir avec vous. Voilà, je l'aurais pas vu seul. J'aurais pas aimé le voir seul en fait. Non. Bah, je l'aurais pas fini seul, je pense. Oui, je pense aussi. Je n'avais pas envie de le voir seul. Surtout que le plus dur est probablement le début, donc il y a une porte d'entrée qui est compliquée, quoi. Ouais. Il faut l'accepter. Et heureusement il que faut- vos commentaires ont permis de sauver un peu le début de la vision. Et ben voilà, on va peut-être partir sur la partie spoiler. 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 Et voilà, de nouveau dans la partie spoiler. Alors, comme dans toute Alors. partie spoiler, moi je me permets De faire un erratum. un erratum sur le film. Mets ton précédent micro qu'on devant a ta fait. bouche. Oui. Mets ton beau micro Comme devant dans ta tout belle bouche. maintenant partie spoiler que l'on va faire, je me permettrai un petit erratum par rapport au film que l'on a fait précédemment sur Ambulance, du coup. Faudrait faire un jingle spécial les erratums. Erratum, de les Lionel. erratums de Lionel. et Après de des tout. anecdotes foireuses. Qu'est-ce qu'on a encore dit comme connerie? Qu'est-ce qu'on a dit comme Non, bêtise alors à un moment on s'était dit justement que les films de Michael Bay, scénarios originaux, c'est de la connerie. Effectivement, tu avais bien raison, c'est tout le temps inspiré d'un D'un fait fait réel. original ou de quelque chose. C'est Je ne dis vraiment, pas des choses débiles, là, Lionel. Non, non, non. Et pareil sur le film Pearl Harbor, à un moment on parle du film Pearl Harbor en disant que ça a été. J'avais dit que c'était c'était un bid. En fait, non, ça a été un de ses plus gros succès. Pearl ouais Harbor, au niveau. En au recettes niveau- En recettes, ça a été un de ses plus gros Mais succès. suffisant pour Disney? Ah oui, oui, c'est la critique en fait qui a été. D'accord, qui a ouais. été, qui l'a descendu. Puisque, effectivement, historiquement, il tient pas la route. Mais en fait, Tu as des chiffres pour... Attends, je vais regarder les chiffres. Mais ça a du il est à sens. 700 millions, hein, 700 millions. je crois. ça- 700 millions Ouais, j'ai En, regardé. en 2000 et Ici à table, on l'a tous vu au cinéma, Pearl Harbor. Ouais. Non, pas moi. Ah ouais, moi, Ah ouais, merde, deux- j'étais pas. C'est vrai, parce que Michael on Bay, est 2 je- sur 3 à l'avoir vu au cinéma. Ouais, je les ai tous vus, Michael Bay au cinéma. Mais en fait, c'est peut-être justement critique parce que avant Pearl Harbor, finalement, il y avait quand même Armageddon, les Bad 500 Boys, millions, etc. autant pour moi, 500 millions. Et The 500 Rock. millions, ouais. Parce bah que ouais. 700, c'est beaucoup. Est-ce que c'est pas. Pourquoi on s'en souvient de Pearl Harbor aussi? C'est parce que c'est tellement un échec critique et il s'est tellement fait descendre sur ce film que c'est le premier film où la stature du réalisateur a vraiment pris un coup parce qu'il enchaînait les grands succès. Alors oui, Armageddon, il faisait un petit peu critiquer pour le côté un petit peu too much. Enfin, un petit peu too much, pardon. Le côté extrêmement too much. Mais ça faisait partie de l'air Un du mec des foreurs qui vont sauver le monde, quoi. Ça faisait partie de l'air du temps aussi, les années 90, on est clairement dans Complètement. ce truc-là. Donc, Avec une BO d'enfer. La concurrence avec Deep Impact.
Tu vois, Ouais. cette mode de Oui, ou deux dis films pas que qui- tu essayes d'être plus crédible, justement. Et Oui, c'est ça, c'est deux terre à approches. terre. À chaque fois, c'est comme Volcano Plus et le senti. Pic de Dante. Tu vois, Ouais. c'est des modes d'un coup Ah qui viennent où ouais. t'as deux gros Pic de studios Dante, trop bien. avec Pierce Brosnan. Volcano. Non, Et- Volcano, non. Volcano, non, avec Désolé. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Lynch. Je peux pas, Volcano. Non, Volcano, c'est une mauvaise. Pic de Dante, il y a encore quelque chose. Ouais. C'est Pierce Brosnan et Linda Hamilton. Il c'est est Il ça y a une Hamilton, super tout à fait. ambiance dans la montagne. et tout. Mais on est sur des films catastrophes assez ciblés là. On est Oui, oui, focalisé mais sur c'était cette un époque des endroit. années 90. Avec Et c'est ces- quoi le bid financier de Michael Bay s'il en a eu du coup? C'est Pain ton and film Gain. préféré, Pain and Gain. Pain and Gain. Bah, après, il a pas coûté cher. Ouais, En c'est fait, ça. le truc c'est que Pearl Harbor lui a permis de faire Pain and Gain. En fait, Pearl c'est- Harbor, il a au niveau de la Ah, mais- critique, il l'a très mal vécu en fait. Pain and Gain, il est quand même assez- cassé comme ça. Et Pain and Gain, ça a vraiment enfoncé. Parce que tu- Attends, c'est juste après. Pain and juste Gain, après c'est attends, Il me semblait qu'il avait fait les Transformers et après Pain and Gain. Parce que c'est toujours cette technique de One Ah oui, oui, for oui, c'est them un and film. One for me. Exact, c'est ça. Parce que tu disais quelque chose de très juste. On va beaucoup parler de Michael Bay, mais après on retourne sur Moonfall. Ouais, mais par rapport à ce Tu film. disais un truc très juste dans Ambulance, c'est que Michael Bay est un complexe d'infériorité par rapport à ses pairs qui est assez fort. Complètement. Moi, j'ai depuis revu des interviews de sa part où il n'arrête pas de mentionner qu'il connaît James Cameron, que c'est un ami. Il n'arrête pas de mentionner qu'il croise souvent Spielberg et qu'il lui parle. Il a besoin de rappeler qu'il fait partie de ce groupe-là parce que je pense qu'il a un complexe Autorisant. d'imposteur, un imposteur de Ouais, le syndrome de l'imposteur. syndrome de l'imposteur. complètement, Voilà, c'est ça. Et du coup, ça m'étonne pas que cet échec critique de Pearl Harbor lui ait donné un sacré coup, parce que pour lui, la validité par la critique doit être extrêmement importante. Mais je Parce pense que ça fait complètement. partie de son système. Mais justement, moi, là où j'ai envie de dire que Michael Bay est un auteur comparé à Roland Emmerich, parce que Roland Emmerich est un faiseur. Ouais. Michael Bay, lui, justement, est un auteur avec un point de vue et il se remet en question sur chaque film. Alors que là, on a juste des Roland plats Emmerich, qui il sont s'en fout, réchauffés. Non, c'est du ragoût réchauffé, sauf que Ouais, quand puis tu c'est manges le même pompé. ragoût depuis 15 ans, bah, plus, depuis 25 ans, c'est compliqué. Et justement, c'est intéressant avec cette démarche de Michael Bay. Par exemple, il y a une recherche sur ce que c'est le cinéma. Et effectivement, ça me surprend pas qu'il cite à tout va parce que tu sens qu'il a envie de faire quelque chose, mais il peut Alors pas que le gars, il a plus rien à prouver. Ouais, quoi. mais tu vois, oui, quand même- il peut pas s'empêcher, tu vois. Alors que Emmerich, lui, j'ai l'impression qu'il prend l'action comme un mode pour raconter une histoire. Ouais, mais il y a de quand façon même, basique. il y a quand même des idées. Regarde, si tu reprends excuse-moi, mais si tu Non, prends par mais- exemple la porte des étoiles, ce principe en fait Ah, mais de Stargate, voyage, oui, mais Stargate, c'est un accident. une putain Ouais, d'idée mais quoi. Stargate, c'est un accident. 2012, la fin du monde, faut y aller. Comme il le traite, il y va jusqu'au boutisme. Le jour d'après, c'est la fin Ouais, du mais monde. tu vois, c'était un avec système. propos écologique. Il a quand même des idées, mais effectivement, il n'y a pas ce traitement qui pourrait être aussi autorisant que certains autres. Oui, mais Donc, l'intérêt tu vois, d'un Michael Bay, c'est qu'il part d'un fait divers réel. Et il se base là-dessus ouais, pour après déconstruire un mythe. Parce que mine de rien, malgré ses montages épileptiques et son utilisation massive du plan ultra rapide, il y a quand même justement une déconstruction de certains mythes. Par exemple, voilà, là on revient sur Ambulance, où justement bah, voilà, c'est cette fratrie. On va refaire ambulance. Oui, c'est ça. Cette fratrie blanc-noir. Désolé, monsieur Emmerich, on va parler de Michael Bay pendant toute votre Je pourrais chronique. aussi parler de mes prochaines vacances. Mais si vous voulez. Emmerich, par contre, lui, justement, je reviens sur Emmerich, tu vois, il y avait un côté un peu d'effet de mode, où genre, c'est le nouveau Emmerich. Ce sera, il décide d'un thème un peu aléatoirement à la South Park, c'est où ils égorgent un poulet dans le Capitole avec une grande roue pour essayer de trouver des solutions. Lui, je pense qu'il doit se dire, ok, 2012, il y a le délire de la fin du monde, donc ça a été lancé vers les années 2009, 2010. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 10 ans, où Bien sûr. on en parlait tous les jours de la fin du monde pour Les 2012. propos Maya en fait. À cause du calendrier Maya. On en parlait autant que le crack Internet de 2000, quoi. Voilà, Ah, et c'est dingue. le bug, le Year 2K. Non, pas Internet, oui, Ouais, Internet. le bug, Si, le le bug de bug de 2000, l'an hein. 2000 en français. Le bug de l'an 2000, ouais. Mais tu vois, c'était sur toutes les bouches, alors que justement Michael Bay va plus sur quelque chose de plus, comment dire, réel. Ici, on est toujours dans une déconstruction de la réalité, mais par quelque chose de complètement débile et d'une irréalité totale en fait. C'est-à-dire que c'est toujours le même schéma. Tu vois, quand on prend Kurt Russell dans Stargate,
Voilà, c'est le mec, c'est un militaire suicidaire, on le voit avec un gun au début, parce qu'en fait son fils a utilisé l'arme de service et s'est tué. Ouais, exact. Et que justement, t'as ce côté très Spielbergien de la famille déstructurée et explosée du grand, des grands mythes américains des années 50. Et là, on est dans le post famille nucléaire. Et bien justement, là, à chaque fois, là, c'est du réchauffé pur, quoi. Patrick Wilson, on y croit, mais à aucun moment. Michael Pena, qui joue le beau-père, on y croit à aucun moment. Je veux dire, là, c'est juste, on l'a posé pour le poser, tu vois. C'est parce qu'il y avait écrit, parce que quelqu'un dans le scénario, un des co-auteurs, parce qu'il n'y a que 3 personnes qui sont citées, mais pour moi, à mon avis, ils sont une bonne quinzaine. Parce qu'il y a différentes. Oui, il n'y a que 3 auteurs qui sont cités pour le scénario de Moonfall. Ouais. Enfin, j'ai retenu Harold Closer et Spencer Cohen qui ont fait quoi, ces mecs-là, sur une idée de Roland Emmerich, mais en même temps, Roland Emmerich, tu sens que voilà, enfin, je veux dire, c'est juste un effet de mode. On va prendre ça. Ah bah tiens, c'est le grand thème de la Lune. Ouais, je pense. Les mecs ont bossé de la Lune creuse. Les mecs ont bossé sur Alien versus Predator. Predator. Attention quand même, il y a de l'idée. Hein. Le premier ça va 2004. Ouais, c'est le premier. Ça va pas ça. Mais tu vois, il y a du Alien avec la théorie des ingénieurs dedans. Il y a la Lune creuse. Que je trouve, moi j'adore le principe de la Lune creuse. Ben, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est peut-être pour moi un peu la surprise, c'est que très vite on met en place cette idée qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de la Lune. On met en place cette idée par le personnage de comment il s'appelle de Game of Thrones. Ah oui, oui, alors mince. Enfin, voilà. On va pas se rappeler de son nom, je vais vous le dire tout de suite. Hop là, le c'est geek. bon. John Bradley. Voilà, le gros geek de Game of Thrones. Bradley, tu dis John Bradley Cooper. John Bradley. Dès le début, il a une théorie qui est basée sur les mégastructures, qui se base sur le fait qu'ils ont découvert qu'il y a des éléments massifs dans le système solaire et ailleurs, qui ne peuvent s'expliquer que par des constructions organiques ou mécaniques, mais pas des planètes. Et très vite, on met en place l'idée que la Lune en serait une. Et du coup, il y a quand même, moi j'avais ce petit intérêt de me dire, tiens, je serais curieux de voir qu'est-ce que veut nous dire Roland Emmerich sur cette structure, et surtout pourquoi elle est d'où elle vient et qui les a créées. Et donc j'attendais un petit peu quand même, d'une certaine manière, une explication, que ce soit par des aliens ou en l'occurrence, petit twist, c'était les ancêtres des hommes qui ont fait cette structure. Et effectivement, l'idée en elle-même est intéressante. Elle est géniale. Mais en même temps, tu vois, moi, c'est tout l'aspect du complotisme. En fait, tu vois, c'est un espèce de surannée du complotisme actuel qu'il essaie de remettre. Mais au moins, tu vois, dans 2012, il arrivait à raccrocher une longue histoire, parce que 2012 durait longtemps. C'est un des premiers films qui durait justement, un blockbuster qui durait plus de 2 heures et demie, quelque chose comme ça, quoi. Donc on revenait à ce principe du grand âge d'or d'Hollywood des années 50, avec les grands films genre Cléopâtre, Ben-Hur, tout ça. Et là, justement, il y avait une exploitation intelligente. Ici, c'est juste effectivement du bête complotisme, et c'est même pas traité. Rien n'est en fait traité. Aucune des idées qui sont mises et posées n'est traitée. C'est que soit de l'exposition, et de l'expédition dans le traitement du truc, puisque c'est juste survolé. Il pose des idées, comme tu dis, intéressantes. Tu vois, la Lune creuse, c'est juste magnifique comme idée. Mais il sait pas quoi en faire. C'est l'idée de la théorie de l'homme éternel de Louis Powell, si je dis pas de bêtises, où c'est que l'homme serait à l'origine de sa propre création. Voilà, qu'il y a une ancienne civilisation, parce que justement, la théorie de l'homme éternel, c'est que il y aurait en fait, qu'est-ce qui nous prouve qu'en fait, avant nous, sur notre planète Terre, il y avait une civilisation qui est arrivée jusqu'à le nucléaire, qui est partie dans les étoiles, et qu'en fait, ça s'est détruite, et après, du coup, il y a l'éternel recommencement. On est un reboot, quoi. Ouais, l'homme éternel. Sauf que cette théorie des années 60 était un truc un peu pré-complotiste, et surtout n'était basée sur aucun fait scientifique pour étayer ça. Nous, maintenant, on a le carbone 14 qui nous permet de dire qu'il n'y a pas eu d'avancée nucléaire il y a des millions d'années, donc forcément l'homme n'avait pas pu faire ça, quoi. Et de là a été créée la Scientologie, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Non, c'est Ron Hubbard. Mais c'est extraterrestre. Non, c'est les dinosaures. Ouais, les dinosaures. Mais tu vois, il y a le côté où justement tu as tout ce principe que l'homme n'est pas là par hasard, avec un début de philosophie qui peut s'accrocher à ça. Et j'ai vu une tentative de mythe de la caverne de Platon qui se greffe au bazar.
sur notre perception de la réalité, puisque justement, il y a Donald Sutherland qui revient en mode issu de films complotistes des années 70, tu vois, genre Les Hommes du Président, les choses comme ça. Ah, mais complètement. Qui revient, mais en même temps qui est utilisé de façon complètement de travers. Oui, il y a cette théorie qu'apparemment en 69, Armstrong et ses coéquipiers auraient vu un élément surnaturel, ou en tout cas pas expliqué, et que il s'accroche vraiment à des petites choses, parce qu'apparemment pendant 2 minutes, on aurait eu perdu la communication avec Apollo 11. 11 ouais. 11. Et donc il utilise ça comme excuse pour dire bah oui, en fait dans ces 2 minutes là il s'est passé un truc complètement ouf, et la NASA et le gouvernement américain a décidé d'étouffer l'affaire. Ça tient pas debout, évidemment. Non, mais c'est le principe de Independence Day, où il utilise l'excuse de la zone 51 en fait. Exactement, toujours. c'est vrai. Il revient toujours sur des principes, on va dire, complotistes de la NASA, enfin du moins du gouvernement américain, qui nous cache des choses. C'est utiliser des éléments, des légendes urbaines populaires pour accrocher les spectateurs. Mais oui, parce que justement, on voit ce genre de truc dans les conneries des documentaires de Netflix sur les aliens mégastructures. Vous tapez Alien mégastructure sur YouTube. Oui, c'est vrai. Comme tu y vas. Vous tapez Alien mégastructure sur YouTube. Franchement, c'est de la rigolade, c'est génial. Moi, j'adore regarder le secret des pyramides. Tu vois, ce double documentaire de 2 fois 1h30 sur le fait que tous les grands monuments, les pyramides, les trucs des Mayas, machin, Stonehenge. Stargate, mon vieux. Mais oui, on revient. Ils sont tous liés, qu'en fait, il n'y avait aucune possibilité pour l'homme de créer à ce moment-là. Mais en même temps, pour vous, justement, qu'est-ce qui ne tient pas dans ce Moonfall ? Qu'est-ce qui ne tient pas ? Qu'est-ce qui, justement, scénaristiquement, ne vous a pas capté, en fait ? Parce que justement sur le papier c'est génial, les mégastructures, ça fait bander quoi. Ouais. C'est le traitement justement, c'est que on te l'explique pas vraiment, on veut te l'expliquer mais on n'approfondit pas ce fameux personnage là, John Bradley, en fait dès le début il capte en fait que la Lune sort de son orbite. Tu comprends pas pourquoi. Tu le vois en fait avec son téléphone qui prend des analyses. Tu le vois en train de servir un McDrive. C'est un peu expliqué parce qu'en fait. D'où ce mec est capable de pouvoir comprendre tout ça. Il faut expliquer aussi au fait que déjà on caractérise le personnage où il nettoie le sol dans une université. Ouais. Après il est au drive d'un McDo random local. J'ai oublié la marque d'ailleurs parce que c'est le seul moment où on voit pas de marque alors qu'il y en a partout tout le temps. Après, il est guide touristique dans un observatoire. Alors non, là en fait, non, c'est moi qui dis des conneries alors. En fait, c'est ce qu'on pense, mais en fait, il va par hasard en espérant trouver quelqu'un lié à l'observatoire et à la NASA. Et en fait, il prend la place de Brian Harper, qui a comme petit boulot de faire guide de l'observatoire. Exact. Ok, alors tu vois, déjà pour moi c'était nébuleux. C'était vraiment nébuleux. Oui, on t'amène ça sur un plateau et à toi de prendre. Mais ce qui marche pas aussi, c'est que ce qui marche dans ces documentaires semi-complotistes, c'est que tout est mis en place pour que tu t'accroches et que tu as envie d'y croire. Voilà, I want to believe, c'est toujours le fameux I want to believe. Ça te fait rêver de te dire que tu es dans un monde où on te dit pas la vérité et qu'on te dit, qu'on s'approche de toi et qu'on dit hey, attends, je vais te dire un truc. Tout ce que tu crois et tout ce que tu peux penser d'où tu viens et d'où tu vas, c'est faux et je vais te dire pourquoi. Et donc, c'est un plaisir... un plaisir que chacun a de cacher se laisser... un petit peu comme ça, cacher, de se laisser aller dans ce genre de théorie pour rêver un peu et se dire mais peut-être que c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus ouf l'histoire de l'humanité que ce que je peux penser dans les réalités scientifiques et les découvertes. Pourquoi ici ça marche pas, c'est que tout l'enrobage de ces idées assez chouettes est complètement claqué dans des personnages mal écrits, dans des situations où la loi de la physique n'est pas respectée, et du coup plein de choses te font rire et te sortent de l'immersion. Exact. Et au moment où on te présente ces éléments intéressants, bah, tu ne peux pas les accrocher à quoi que ce soit, et du coup oui c'est chouette, mais ça ne te transporte pas parce que tu n'y crois pas. On en revient sur le côté spectaculaire du pauvre et le côté
que ce n'est pas du cinéma, que c'est juste une bande animée avec des gens qui sont devant toi avec des images de catastrophes. Bah c'est ça un peu le souci dans ce film pour moi, c'est que effectivement il enchaîne ces grandes scènes catastrophiques. Là je prends un peu large par rapport au film, hein. Après on reviendra plus en détail dans d'autres scènes, mais à la différence de ces autres films où tu avais Roland Emmerich, on attend en fait à ce que ça pète, on attend à des images qui te collent à la rétine, tu vois. Catastrophe porn. Genre comment Independence Day, l'explosion de la Maison Blanche. Ah, c'est génial. Hein. Que tu le veuilles ou non, que tu aimes le film ou non, c'est quelque chose qui va, on en parlait encore la dernière fois, qui va te rester. 2012, c'est la scène où t'as tout cet air glacier qui a tout figé, et tu vois la Statue de la Liberté qui est avec tout ce vent, ces pics de glace, t'as ces images qui te bloquent. Dans Moonfall, il n'y a rien qui me retient en fait. Il y a des tentatives. Ouais, mais justement, il y a un loupé à ce niveau-là. Il y en a plusieurs. Il y a ce plan qui est plutôt joli de la lune qui apparaît derrière les montagnes devant le village et qui change les règles de la gravité et l'ambiance lumineuse et couleurs tout d'un coup, qui dans l'aspect est plutôt joli. Et puis il y a le plan final quand les personnages principaux atterrissent, où il y a le sommet de l'Empire State Building qui s'est écrasé sur les montagnes, mais ça n'arrive évidemment pas à la cheville. Tu vois, limite, pour moi, dans ce film-là, l'une des scènes, les chocs à laquelle encore je me rattache, qui m'a un peu impressionné, c'est vite fait, c'est la scène de départ de leur vaisseau, de leur navette, en fait. Quand elle s'éjecte, que t'as le tsunami qui arrive en fait, et là tu sens une pression, mais c'est tellement fait d'une manière. Tu sais comment ça va se passer. Comment ça va se passer, et ça en devient comique en fait. La fusée sort de ce tsunami comme un bouchon de champagne qui pète comme ça, et les enfants qui sont là et tout, ils ont réussi, et puis d'un coup il faut qu'on y aille, mais d'un coup t'as tout qui retombe, t'as tout qui est cassé, tu vois, ça tient plus quoi. Mais c'est intéressant, cette scène est très intéressante parce que justement c'est une scène super attendue, et tu sens que alors le tsunami, effectivement on pense tous même au tsunami de froid, j'ai envie de dire, dans le jour d'après, ou même un tsunami qu'on a dans ces autres films catastrophes, dans 2012. Mais là, justement, il n'est même pas iconique, en fait. C'est porté par des personnages plats, même si, justement, tu sais, et c'est ça qu'on recherche, c'est justement de retrouver ces sensations-là, de revoir ces images fortes. Mais je trouve que ces images soi-disant fortes, à aucun moment, elles me touchent. Et puis, il y a une incompétence et une incompréhension de ce que les personnages font. Tu vois, ils partent à 3 dans les vaisseaux, ils le font à balai. Maintenant, on fait le lancement depuis la navette Endeavour, où ils décollent du pas de tir. Et tu vois de l'autre côté son fils de Patrick Wilson qui est d'un charisme une huître hallucinant. Enfin, j'ai jamais vu ça. J'aime les huîtres, pourtant. Et il y a un illogisme, tu vois, Mon Dieu. Il y a un illogisme total sur le fait qu'ils s'arrêtent pour contempler, parce que du coup on se met dans la peau justement de eux pour justement justifier le fait qu'on voit ce tsunami qui en plus est spécial. Il faut le rappeler en quoi il est spécial, c'est que c'est un tsunami pris par la gravité, donc du coup l'eau monte en fait. Ouais. Oh là oui, ces tornades, ces colonnes d'eau qui remontent. Quand je dis l'eau monte, c'est pas l'eau qui monte depuis le sol, c'est le principe des marées finalement. Ouais, mais là. Mais fois 1000 quoi. Ouais, non, mais de Roland Emmerich, on n'attend pas, on s'attend, on n'attend pas. Enfin, je veux dire, comment dire. On attend que ça, justement, quelque chose qui pète comme ça, mais là encore, ça ne rend pas. Ça, c'est un aspect aussi qui manque et qui fait tellement contraste avec ces anciens films, c'est que les personnages ne réagissent pas à ce qui se passe. Jamais. Alors, ça peut être forcément... Alors, c'est évidemment lié à la réalisation, à la direction d'acteur qui est inexistante. Exact. Dans Independence Day, on a des minutes et des minutes et des minutes de plans de gens, du peuple, qui lèvent les yeux vers le ciel et qui sont sidérés par ce qu'ils sont en train de voir. Et ça aide à s'immerger à se mettre à leur place et à se dire, mais comment moi je réagirais si j'avais un énorme vaisseau alien qui se dépose au-dessus de ma ville comme ça. Et là, on a plusieurs plans complètement nanardesques parce que on a des météorites ou en tout cas des morceaux de la Lune qui s'écrasent à gauche, à droite des montagnes. T'as les personnages qui lèvent la tête, qui voient le truc s'écraser et qui, une seconde après, disent
bon, on continue. Ouais. Et On va C'est manquer beau. d'oxygène. Il dit c'est beau. Il dit, Oui, oui, c'est- c'est beau. il y a aucun Mon moment, il y a Dieu, pas quoi. un personnage qui dit on va peut-être en recevoir une sur la gueule bientôt, Exact. On va non mourir, on va surtout exact. mourir. Mais tu trouves pas que c'est justement une Exact, c'est clair. Je suis désolé, mais en y repensant, là, je baisse les yeux, quoi. C'est une calamité. Après, je pense que c'est vraiment lié à la direction parce qu'ils sont dans un studio avec des écrans verts, enfin des backdrops verts un peu partout. On leur dit, bon, là-bas, vous levez la tête, il y a un truc qui s'écrase, et après, tu te dis, bon, on continue. Mais si tu précises pas ce qu'ils vont voir, parce qu'eux, ils voient pas ce qui va. S'ils avaient vu les rendus 3D de En temps l'impact réel, que ouais. c'est, de à quel point c'est impressionnant, mais si tu as une petite scène de quelqu'un qui est figé, si on avait eu au moins un discours d'un des personnages qui dit, mais à quoi bon? Je veux dire, Ouais. c'est la fin, qui soit un quoi. peu Ouais, défaitiste. ouais. À quoi ça sert si on avait, parce que je sais que c'est un peu cliché, mais ça sert ce genre de scène d'un personnage qui abandonne et qui dit mais à quoi bon quoi? Pourquoi on va chercher des bouteilles d'oxygène? Pourquoi on essaye de rejoindre tel endroit si je vois bien, enfin je vois la lune, elle a la taille du ciel, je vois même plus le ciel, je sens qu'il y a bientôt plus d'oxygène. À quoi bon quoi? Et même expliquer où ils vont. C'est Par clair. exemple, ils vont se cacher dans le tunnel pour se protéger, mais de quoi on ne sait Mais pas. de Enfin, quoi de la Lune. On se doute que c'est peut-être de la Lune. Parce qu'il y a de moins en moins d'oxygène, parce que la Lune, avec la pesanteur de la Lune, l'attraction de la Lune Aspire. bouffe en fait, l'oxygène. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils volent de l'oxygène. Mais en même temps, jamais rien n'est expliqué et on subit. En fait, moi, je suis dans un mode de passivité totale. Mais en même temps, je reviens sur ces gens qui regardent, ce côté cliché maintenant tu vois, l'acteur qui regarde quelque part, genre à gauche cadre, et qu'en fait, on sait très bien, nous en tant que spectateurs, qu'il y a quelque chose de méchant et horrible qui arrive. Mais justement, vous ne trouvez pas que c'est un échec, justement, de développer ces idées-là qu'il a pu mettre en place dans son cinéma précédemment, et que justement, maintenant, dans sa narration, il est incapable de penser au-delà et d'apporter quelque chose de nouveau. Parce que justement, là, on l'a au tout début, quand Patrick Wilson est dans l'espace et il voit l'alien, parce que c'est une des micro-particules d'alien, C'est pas, Une c'est pas intelligence alien, artificielle. c'est de la, Ouais. c'est de la, l'IA, c'est de l'IA. l'intelligence artificielle électronique Voilà. créée par les hommes. mais qui sont en nanoparticules, pas microparticules. Et en fait, on le voit dans le reflet de son casque. Mais justement, moi, je trouve que c'est un échec, c'est un aveu d'échec quand tu fais ça. Parce que justement, on a. Attends, Tu Independence révèles tout de Day, c'était suite. 96. Ouais. C'est Ouais. quasiment 30 ans, tu vois. Non, c'est ça. C'est toujours très fort ce genre d'image, même si c'est cliché. Pourquoi tu fais ce genre de champ contre champ où tu ne révèles pas ce que le personnage voit? Parce que ton imagination travaille. Quand tu as un astronaute qui était en train de blaguer Sur une musique de Toto. Exactement, avec ses coéquipiers et qui tout d'un coup se tait, son visage se fige, regarde au loin et ne sait même pas s'exprimer, tu dois rester sur ce plan, tu ne dois pas révéler ce qu'il est en train de voir parce que ton imagination fait le travail et tu es dedans quoi. Et c'est des moments qu'il faut répéter à plusieurs moments pour te mettre dans leur peau et te mettre dans cet état de sidération que tu n'atteins jamais dans ce film. Ouais, c'est d'autant plus un aveu d'échec que limite il nous prend pour des cons quoi. C'est un peu. Oui, parce que du coup, mais le hors-champ n'est plus traité comme tel. Et du coup, dans l'histoire n'est plus intéressant parce qu'on Ouais, s'imagine. on a plus. l'impression de revenir à cette base de cinéma que l'on a actuellement avec tout ce qui est les super-héros et tout ça, où on est obligé de tout te mâcher, tout expliquer. Tout où il y ça. a- J'ai bien le tout ça qui englobe vraiment tout. Bah, maintenant, quand tu veux des films spectaculaires, c'est les films Marvel, c'est les films DC qui sont la référence. Et forcément, est-ce que c'est du des coup, films le- qui me- C'est un thème qu'on en parle à chaque fois. Hein. Ouais, à, chaque mais fois c'est- à chaque fois qu'on a un film où on avait un tout petit peu d'espoir quelconque, on blâme les films de super-héros. Ouais, mais malheureusement, Oui, parce que parce c'est qu'il- quand même un cinéma actuellement qui est beaucoup inspirant pour beaucoup d'autres, quoi. Parce le problème, que c'est que- c'est celui qui marche et du coup, Et Emmerich, c'est horrible. essaie de se raccrocher à ça parce que la figure héroïque est de nouveau traitée et de nouveau retraitée. Donc c'est pour ça qu'en fait on est obligé de reparler de Marvel Ouais, parce c'est que en fait Marvel les remet à un nouveau niveau et que justement pas Emmerich essaie forcément de le faire, bon, mais essaie de refaire, continuer son cinéma tant bien que mal, mais en même temps il en peut pas. s'adaptant un petit peu à la mouvance actuelle de ce qui se fait, quoi, ou des choses comme ça. Mais Enfin, du coup, est-ce que le catastrophe porn est fini?
Non. Il y a je d'autres pense qu'il y a- tentatives. Il y a eu Los Angeles ou non, pas Los Angeles. Bataille Los Angeles un truc comme Non, ça Oui, c'est des films un peu. le ouais, film série de B, ça. Tsunami avec The Rock. Ah oui, ça j'ai pas vu Ah, ça. San Andreas. San Andreas. Ouais, C'est la faille, ouais, c'est ouais, avec ouais, la ouais. faille. San Andreas, il y a eu aussi, apparemment c'est pas trop mal, une pluie de météorites avec l'acteur de 300. Ah non, Géotherme. Géotherme. Non, non, Greenland. Putain, mais à chaque fois tu me dis on va se le faire celui-là. Alors, ouais, Jérémy, il du paraît coup, que c'est pas mal. C'est bien que tu en parles parce que c'est le prochain film qu'on va faire. Bah, du coup. moi je serais intéressé parce que Ouais, franchement ouais. tout le monde s'attendait à, enfin déjà vu l'acteur et vu le Ouais, thème, ouais. on s'attendait à une daube et apparemment c'est pas trop mal. Purée. Mais dis donc, ce soir, t'es en mode. Tu nous remets des inspires films, à beaucoup l'honneur. du coup là pour la suite. Hein. Attention, hein, on t'avait dit que tu pouvais choisir, mais on pensait pas à ces choix-là. Je serais dans le beau drap si c'est de la merde. Donc... Moi, dans les films catastrophes, moi j'en ai un que j'avais beaucoup aimé, mais il y a longtemps, c'était Cloverfield. Ah, mais oui, mais bon. Mais de Matt Reeves, justement, qui a fait The Batman récemment, ça pour le coup, je trouvais ça, tu vois, dans la suggestion un peu de l'horreur qui t'attaque. Ouais, c'est Elle c'est un est- traitement qui est totalement différent. Là, on est sur le. Comment ça Found footage. Found footage, ouais. Attends, merci. Et à cette époque-là, c'était. Bon, t'avais les Blair Witch qui avaient été faits peut-être encore 10 ans avant, des choses comme ça. 97 Blair Witch. Ouais, donc Et peut-être, c'est ouais, c'est 2007, quasi je crois, 2006-2007, je pense, Cloverfield. Donc, mais c'était un traitement intéressant sur le film catastrophe. Et ça, pour le coup, ça a marché, quoi. Ouais. Ça a marché. Mais parce que, justement, là aussi, on te suppose, en fait, la menace. Mais je pense que enfin, j'ai pas vu Greenland, mais je pense que ce qui peut marcher dans ce genre de film, c'est justement le suggérer. Ce qui manque ouais. chez Roland Emmerich, c'est il révèle tout le temps. On est toujours en totale situation d'omniscient. Donc le spectateur n'est jamais dans une situation en difficulté, que ce soit en termes d'information ou en termes d'image. Il a toujours accès à tout. Et du coup, il est spectateur. Il a les clés, ouais. Comme une cinématique de jeu vidéo. Il voit les choses qui se passent. Et si ça tient pas debout, bah, du coup, il est complètement sorti. Et voilà. Ce qui marche bien, notamment dans Independence Day, c'est qu'il y a toute cette phase où what the fuck, qu'est-ce qui se passe quoi. Ouais. On a l'information qui tombe petit à petit, mais on n'est pas sûr. Là, dans Moonfall, en gros, le personnage de Bradley, là, John Bradley. Non, John- Bradley Harper, tu veux dire le de John l'astronaute Bradley, ou non, John le Bradley, personnage de John Bradley a concrètement. Le méga structuriste, c'est comment il s'appelle connaissait tout, en fait. Voilà, le personnage de John Bradley explique plus ou moins tout dès le début. Et du coup, il n'y a pas de situation où tu cherches à comprendre ce qui se passe. Donne même des leçons au mec de la NASA en fait, puisque Ouais. avant que le tsunami arrive, normalement tout le monde est parti, l'expédition est foireuse, tout est abandonné, et c'est lui qui rebooste en fait, qui retwiste l'action pour aller. On a moyen d'y aller quoi. Tu fais, mais, les gars. Et puis dans les autres films catastrophes qui sont interprétés de manière complètement différente, bah, il y a le dernier Netflix Lequel avec DiCaprio. Donc, Ah, Don't Look Up. Don't Look Up. J'ai beaucoup pensé à Ah, Don't Look j'y ai Up au pensé début. moi aussi. Au tout début, sur les calculs, quand il a commencé à partir en Ouais. calcul. Mais en même temps, là, Et- il y a une satire, tu vois, je veux dire. Voilà, mais, c'est non, très mais parlementaire. c'est ça, mais ça reste un film à conscience écologiste. Et du coup, c'est un peu la même thématique, mais c'est juste un traitement complètement différent que j'ai trouvé pas bon. Mais C'est vrai que t'as pas aimé toi Don't Look Up. non, en fait, Tu l'as même pas fini, hein, c'est ça je n'ai pas complètement fini, non. Mais c'est parce que j'étais avec ma belle famille et on s'est tous endormis, et donc voilà. Mais- Alors que nous, on l'a vu au cinéma. on était obligés de le voir. Génial. et en plus, non, oui, en plus, je l'ai vu en italien, Ah, si. sous-titré. Si. Donc c'est ouais, It's me, ça n'a pas Mario. aidé. Et en fait, ce que j'ai détesté aussi, c'est que je savais que c'était une satire, donc j'attendais un peu à rigoler de temps en temps. Ouais. Et c'était pas drôle du tout. Mais non, mais parce que. Parce que tu n'as pas d'humour, Jérémy, c'est pour ça. Bon, C'était après- très drôle, hein, après, franchement, Don't Look c'était très très drôle. Donc Look Up a des gros problèmes. Hein. Voilà, il faut aussi en parler. Mais il y a un traitement qui, du coup, est beaucoup plus terre à terre. En fait, il n'y a pas ce catastrophe porn. Tu vois, 2012, on a déjà vu les images de la Terre qui se craquelle dans la bande-annonce. On veut les revoir en live. ouais. Là, les images, je fais rien à foutre de les voir. Quoi. Quand je voyais de l'intérieur de la structure de la Lune, bah, franchement, j'étais déçu.
Je voyais Mission to Mars, Matrix, Contact. moi, Et je Matrix voyais- aussi. Enfin, j'ai vu tous les trucs, toute l'approche que Contact ou même Kubrick Ouais, je vais ouais, sortir, ouais. voilà, Très 2001. bon film, Contact. Mais Contact est génial. Ouais, Et j'aime justement- beaucoup. Ah oui, oui, je veux juste Avec reparler. Jodie Foster, hein, c'est ça. Ouais. Ouais, Jodie Foster, Une Matthew scène de McConaughey. dingue avec la fille qui montait l'escalier. là. Et complètement avec un scénario. Ah ouais, ouais, avec avalisé le miroir. Avec le Ouais, miroir avec là. Pouah, Excellent. Zemeckis. tu comprends Avec, rien. justement, là aussi dedans, un prêcheur, un mec qui est joué par le fils de Gary Busey, un blond Ah ouais hyper albinos qui joue aussi dans Starship Troopers. Et qui joue aussi dans The Predators de Shane Black. Tout à fait, et qui joue aussi, je crois, dans Fantôme contre Fantôme aussi. Et qui qui joue joue aussi aussi dans. Bref, voilà. C'est le fils de Gary Busey. Et là, justement, tu as ce prédicateur qui est hyper flippant tout le film. Là, on a eu un prédicateur 2 secondes. On a tous rigolé quand on l'a vu parce que tu as sorti une blague sur le mandarin. Ah, ce mec. Ah oui, putain, oui. Et du coup, tu vois, mais c'est une idée qui est géniale. foutu en tu plus vois. en fond d'écran sur un écran. Oui, de mais tu télé, vois, cette justement, idée là. est géniale. Le mec, il a une grosse beubare à la Rasputin. Le côté prédicateur de fin du monde. C'est vraiment génial. Et justement, on a tous rigolé. T'as fait une remarque. Et au final, c'est pas traité. Alors que pourtant, justement, par rapport à du complotisme pur de base, bah voilà quoi. Alors, parce que la lune, mon pote, la lune. Y a pas le temps là, il faut y aller. Il faut qu'on aille sur la lune. Oui, et ça, et les rednecks qui volent les voitures et Oh, des putain, bouteilles mais d'oxygène. Putain, y a toujours ce truc en C'est- fait. c'est- il faut C'est le toujours- syndrome. Bon, les gars, on a une péripétie, on n'a pas de méchant parce qu'il y a la lune, mais elle peut pas les tuer à ce moment-là. Du coup, il nous faut un truc, quoi, parce qu'il faut un obstacle. Ben, on va trouver des petits jeunes avec des flingues parce que même quand ils voient une lune s'écraser sur leur gueule, ils ont encore envie de martyriser les autres autour d'eux, et donc ça va être nickel. Ouais, et puis ouais, c'est rajouter des choses. Qui veuille faire son traitement de la famille qui échappe. Donc t'as cette bataille sur la Lune, et du coup il veut aussi faire son histoire sur la Terre. Enfin, du coup les pôles opposés quoi. Avec la famille qui échappe. Mais pourquoi rajouter ça effectivement quoi? Ça n'a. Il fallait une poursuite sur la glace en Lexus. Ah ouais, mais voilà. En putain. Lexus. C'est vrai que j'ai envie de m'acheter une Lexus maintenant. Hein. Ah, Franchement, ça, a bah, marché, ça. ça a marché. Hein. Là, Ça, et franchement, Casper. je Casper- vais- Casper- Vous avez détecté le moment où il y a le beau-père qui dit active le mode sport. Non. Si. Ah, j'ai pas capté Il dit, ça. vas-y, active le mode sport, comme ça tu vas les semer. Et donc il tourne le petit pitouillon du passage normal à mode sport dans le Lexus. Et tout d'un coup, le Lexus, Il fuse. il accélère à fond. Oui. Et t'es là, mais what the fuck, le truc. Oui, c'était ça, putain. Moi, là. je croyais que c'était genre, il avait de la nitro comme dans Fast and Furious, tu vois. Ils ont eu 50 000 euros juste pour cette scène-là, quoi. Ou 100 000 euros, je sais pas. Et je vais vous avouer que j'ai vu, pour la première fois de ma vie, une demi-heure de Fast and Furious chez mon coiffeur. C'est vrai? Ouais. c'était Lequel? Le premier. C'était Ah. super bizarre. Il a mis ça en fond d'écran pendant qu'il me coupait les cheveux. Bizarre. C'était étrange. C'était un moment étrange. J'en ai vu aucun. Il Moi, paraît je- que c'est, il paraît que J'en ai c'est vu pas mal aucun, le c'est pas- premier. Là, j'ai subi les premières. Pas que le demi-heures. premier Regardez tient le debout. 1 et le 5 et ça va. Et après, je vous le déconnerai les autres. Hmm. Sauf le 4. Et sur une échelle de 1 à Transformers, c'est comment? C'est Pearl Harbor. Voilà, C'est ça, bien la si on réponse. prend cette échelle-là, Michael Bay. Et, mais pour en revenir à cette fameuse scène du coup de la voiture, donc après ils vont marcher avec les masques à oxygène. On en parle de la mort de ce personnage de Michael Pena qui est vraiment le personnage secondaire que C'est on- Michael Penny, là. Littéralement, Oh, lit- je peux pas faire Mike Zedrop, mais j'ai envie de- Ouais, non, il vaut assez Voilà. cher le micro, je crois. littéralement 30 secondes avant que l'oxygène revienne. Ouais. sur La la- mort la plus. Alors, non seulement- ridicule. Donc ouais, alors en fait c'est l'idée c'est assez classique chez Roland Emmerich d'avoir un personnage assez détestable. Donc c'est le Oui. personnage qui remarie la femme du personnage principal et qui est un vendeur de voitures, De Lexus. de Lexus, De Lexus. enfin un directeur de Concession. de De voitures. Lexus. Du coup, de c'est Lexus. son seul bon point, la Lexus. De hein, Lexus. Donc en gros, il est méchant parce qu'il a de l'argent, hein, évidemment. C'est parce qu'il n'aime pas son beau-fils. Voilà, il n'a pas accepté, il n'a pas Il n'a pas aidé été son, le chercher, son il n'a pas beau-fils. attendu, hein. Et c'est un petit peu la rédemption du personnage. En fait, c'était un bon gars parce que il sauve sa fille en lui donnant son masque d'oxygène. Pourquoi ils étaient séparés autant avec le reste du groupe, Exact. on ne sait pas. Si, parce que la gosse, elle avait plus d'oxygène. Alors Mais pourquoi elle la s'est gosse... arrêtée 2 secondes. Mais et- pourquoi la gosse qui a une capacité pulmonaire 10 fois inférieure à un Plus jeune, adulte on va dire que. ouais, dépense que- plus d'oxygène? Et puis putain, t'as un masque, tu le partages. Je sais pas, tu peux. Et puis tu peux dis aux redire autres de ta revenir, tu respiration. vois, quand t'es dans une situation comme ça, tu
tu restes en arrière et tu vois tout le monde te barrer, et que tu vois ta fille qui galère, tu fais bah attendez. Le truc, il y avait aucune utilité qu'il meure parce que l'audience n'avait aucune animosité contre lui, c'était plus de l'indifférence. Et en plus, ça ne servait à rien qu'il meure parce qu'il n'y a pas spécialement de réconciliation à la fin entre. Et ça, heureusement, j'aurais eu très peur qu'ils s'embrassent et qu'ils disent en fait, c'est pas plus mal que l'autre soit mort. Justement, c'est un peu ce que je comprends. Quoi. Tu sens que c'est le retour du héros, l'ex meurt, du coup, le mec revient, il retrouve son fils, il y a la femme qui est il est où? Il nous a sauvés. C'est bien. Tu vois, il reste une place. Quoi. Dans 2012, la fin de 2012, t'as une espèce d'une suite, en fait. T'as une possibilité de suite et de suite de l'humanité où ils sont sur le toit de l'Everest. Et donc, du coup, t'as une possibilité, tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à survivre. Là, c'est pareil. C'est le même délire. En gros, mais qu'est-ce qui se passe de l'après-catastrophe? La gestion de la... Là, tu sens que, justement, ils vont se remettre ensemble. C'est tellement obvious, c'est tellement senti. Déjà qu'ils se retrouvent. Là, ils sont déposés en hélico alors qu'ils s'échappent de la Lune de façon complètement. Il manquait plus que la Mustang. Ouais, il manquait plus que un très beau tableau de famille s'il y avait la Mustang. Le couple divorcé, c'est hyper récurrent. Hein. Le Jeff Goldblum dans Independence Day, c'est ça. Et ils se remettent avant la fin. Et ici, dans Moonfall, on a les deux couples principaux sont divorcés. Les deux. Oui. Donc, Halle Berry et son mari, et le personnage principal et sa femme. Et petite particularité sur ce film, et je pense que c'est potentiellement le seul. Aucune histoire d'amour. Rien. Pas de romance. Aucune romance. Zéro love interest. Est-ce qu'on n'essaierait pas entre le fils et la babysitter? Même pas. La babysitter. Même pas, c'est même pas suggéré. Puisque... Il n'y a rien qui... Même si je vais te sauver, la lune arrive. Même si on a cru quand même 2 secondes que la babysitter chinoise du gamin de Halle Berry, on a cru que c'était un couple interracial lesbien. Oui, au début. Ouais, c'est pas clair. C'était très... Au début, c'était un peu bizarre. Ça pouvait être sa copine, mais bon... en fait, après, c'est très rapidement dit qu'elle est stagiaire, enfin qu'elle est étudiante. Toi, sur Ambulance, t'avais cru que l'agent du FBI, il était en psy avec son fils. Mais moi, je suis naïf. Pas capté le couple. Maintenant, je suis naïf avec Hollywood. Je pense que tu es naïf. Je suis vraiment naïf. Je suis désolé, je suis naïf. Je pense que. Je l'ai pas capté du tout qu'il était homo. Vraiment, je te jure. Et moi, je voudrais juste revenir aussi sur le mari de Halle Berry. Ah oui. Ce personnage secondaire qui l'a encore, mais quel traitement de merde. Ah, le pauvre, il a dû lire le script, il a fait merde. Ouais, mais pourquoi je pensais à la piscine. Et ils meurent tous, quoi, en fait. Et en plus, je trouve que l'acteur, il a. Ouais, c'est ça, en fait, ils meurent tous. Ils meurent tous écrasés, en fait. C'est pas clair, ça. Non, lui, j'ai l'impression que lui, il s'en sort parce qu'il s'enferme dans la petite pièce, parce qu'il tient en joue tout le monde au moment où il refuse. En plus, lui, il arrive à refermer la porte. Mais oui, il refuse de remettre la clé pour tirer les nukes, les missiles nucléaires pour tirer sur la Lune, parce que ça, c'est la seule option de l'humanité et de l'armée américaine qui est là, franchement, traitée, mais par-dessus la jambe. Ça n'a aucun sens. Le bail qui n'a aucun sens. Comme si une centaine de nukes allait faire quoi que ce soit sur une planète qui s'écrase sur une autre, quoi. Non, et puis le mec, ma femme nous a jamais laissé tomber. Elle va nous en sortir. Mon ex-femme. Mais what the fuck, D'où ça vient, quoi. Et d'ailleurs, l'autre général, il a la meilleure réponse possible. Ok, ton ex-femme, elle est en haut. Moi, ma femme, elle est là, ici, en bas, et je vais la protéger. Très bonne réponse. Et je trouve la réplique la plus sensée de tout ce film, quoi. C'est clair. Non, c'est... Mais tout le fait que rien n'a de sens parce que t'as Libéry et l'acteur principal qui disent mais ils sont fous pense-t-il aux retombées radioactives qui vont retomber sur la planète, mais la planète elle va exploser. Qu'est-ce que vous vous en foutez des trucs radioactifs? Je veux dire, non, rien à faire, et ce ne sont pas mes amis. Ce sont des méchants. Il y a personne, t'as vraiment l'impression qu'il y a personne qui est conscient du bazar, quoi. C'est vraiment de l'inutilité de la mesure. Tu fais 2 ans d'école maternelle, tu vois la taille de la Lune dans le ciel, t'as compris que c'est fini. Il n'y a pas de... Non, eux ils pensent qu'ils peuvent te sortir d'un tronc d'arbre à ce moment-là. Ah putain, et le coup du gamin qui se fait écraser, parce que lui c'est un relou. Lui il recherche justement son beau-père, parce que dans cet acte d'héroïsme qui d'un coup on le voit alors que le mec il a vraiment zéro charisme. Il se fait écraser par un tronc d'arbre et l'étudiante étrangère en échange chinoise, la gentille de notre ami chinois, de nos amis chinois. Et pourquoi tu dis nos amis chinois? C'est parce qu'il y a cette phrase dans le film où ils disent nos amis chinois nous ont donné un vaisseau spatial. Ils le disent littéralement comme ça? Ouais, ils disent nos amis chinois. Oh putain. Non, mais c'est du. Ouais.
Enfin voilà. Et du coup, le seule résolution de ce problème, c'est que la chinoise dit ah mais la lune va nous aider. Ouais. Et en fait, c'était l'attraction lunaire puisque la lune est juste à côté de la Terre parce c'est du frougelage, hein, comme on dit en Belgique. Ouais. C'est de l'amour à la culotte, hein, les deux ensemble, quoi, la Terre et la Lune. Et du coup, Vous apprenez le belge. oui, voilà, le frougelage. Et donc, du coup, l'attraction de la Lune permet de faire soulever et leur permet aussi de faire un saut que Carl Lewis serait jaloux. Hein. Que l'on a aussi dans la scène d'avant, la fameuse scène de la navette qui, après le tsunami, essaie de s'envoler, où tu vois les 2 mecs de la NASA qui essaient de récupérer Ah oui, c'est l'hélicoptère, ridicule. et tu les vois faire des bonds. Tu les vois sauter, tu fais what the fuck. Et qu'est-ce tu qui sens se que c'est une passe idée en plus, c'est une idée de mise en scène Ouais. de Roland Emmerich. Qui est pas du tout exploité et pas du tout mise en avant. Tu les vois pendant des fractions de secondes et tu comprends pas ce qui se passe en fait parce que Non, tu sais- le seul indice par rapport à la gravité c'était la mer qui se soulève. Et les chaises qui, Les chaises qui bougent. un Mais peu. elle se soulève pas, elle Non, bouge un mais, peu. ouais. Et tout d'un coup, ils jump comme des biomanes vers l'hélicoptère. Et ouais, ça porte au fou rire en fait. Ça en devient ridicule. Mais ça porte au fou rire pas dans le concept, parce que le concept est bon, mais dans la mise en scène. Dans la mise en scène, mais c'est c'est ça bien le ça. traitement. Il aurait dû avoir une scène où il y en a un qui marche et qui fait attends, je ressens un truc, et puis il saute un peu, et puis il saute plus haut, et puis il ressaute plus. Et là t'aurais Et compris. il prend T'installes conscience. Ouais, T'installes le concept. Mais là, tout d'un coup, d'abord, ils gèrent super bien le méga saut sans problème. Tous les deux, sans se regarder, sans être surpris, ils prennent ça, ils utilisent ça tout de suite. Ça n'a aucun sens, quoi. Mais c'est là où tu demandes justement si Roland Emmerich, comment ça s'est passé au niveau de la réal du film. Est-ce qu'il y a un producteur derrière qui était un peu je pense qu'il y avait beaucoup de producteurs à derrière. vérifier, à dire Roland, là peut-être qu'on peut un petit peu Mais- on peut peut-être un peu insister sur le fait de ça, peut-être qu'on peut insister. T'as l'impression qu'il est quand même un petit peu en roue libre, Roland Emmerich, au Et ça, niveau tu le de sens au niveau sa mise en des, scène, quoi. tu le sens au niveau des nombreux jump cuts et des faux raccords, pardon, sur justement les mises en place de scène. Ils sont devant la voiture, après ils sont 15 km de la voiture, après 2 secondes après ils sont à côté de la voiture. Enfin, tous ces genres de petits moments, tu vois, qui sont nuls effectivement au cinéma. Et quand tu sors d'une voiture, d'une portière, tu ouvres la portière, tu sors. Eh ben, en fait, tout ça n'est pas respecté. Donc, du coup, effectivement, tu as entièrement raison de te poser la question. On se pose la question de quelle est la part de mise en scène par Ouais. rapport à ça, quoi, de Roland Emmerich. Un producteur, c'est quand même ça a son rôle, quoi, dans ce genre de Bah, film. là, il avait trop. Au niveau de la cohérence du film, ils doivent être là un petit peu à dire, ben gars, quand même, là, reviens un peu les pieds sur terre, quoi. Enfin, fais quelque chose. Et Ou bon. sur la Lune, mais un des deux. Ouais. Mais tu sens que même s'ils ont été une armée derrière lui, tu sens que oh non, Roland, vas-y, fonce, pas de problème. Et j'ai alors une question, comment avez-vous pensé le traitement de de cet alien, de cette intelligence artificielle qui nous est exposée à la fin de façon grossière Création de la à jeunesse, Patrick après Roland Wilson? Emmerich. Comment avez-vous trouvé avez-vous trouvé la façon dont Roland Emmerich a géré Mais ce bad guy en fait? Ça n'a pas été déjà. Mais c'est pas un bad guy, justement. Bah, C'est les amis, l'IA, c'est les- enfin, Ah, l'IA. tu parles de L'IA, l'IA tu parles de l'IA, pardon, Tu parles de excuse-moi, l'IA je ou parle de de la l'IA. conscience humaine Non, de qui- l'IA, de l'IA. l'IA. La conscience humaine, c'est un dérivé par rapport à cette scène d'exposition. Conscience on en humaine, ça reviendra m'a après. tellement fait penser à justement la Contact. fin de Contact. Ouais, contact. Ce dreamy environnement où tu as cette entité ancestrale Cette qui IA se gentille, matérialise. cette IA gentille. Mais Roland Emmerich, il Ouais. devrait demander une des parts sur ce film. Sur hein. Zemeckis. Zemeckis, ouais. Il Bob devrait Zemeckis. demander Bobby, il devrait demander des parts là-dessus. Bobby. Parce que, putain, quoi. C'est un pote. D'ailleurs, Ça avec un s'appelle- traitement d'image complètement foireux. Oh, cet effet qu'il donne, Ah, c'est très- effectivement. c'est Mais très- pourquoi c'est très, Pourquoi très tu me fake. fais Espèce ça, de quoi halo. Alors pour expliquer en détail, c'est un espèce de halo, de shadow, de drop shadow derrière le personnage, mais très pixelisé. Alors je sais pas, le film on l'a regardé en 1080p, donc en Ouais. HD. Mais là, je sais pas cette partie, il y a un problème de compression. Le blanc était Ouais. foireux. Non, il y a une espèce de stroke autour des gens bleus, comme ça, comme s'il y avait un détourage qui avait été mal fait. Et il s'est tourné avec les mêmes caméras, donc haute résolution, mais après il dégrade un peu l'image pour faire un peu qu'on est dans un environnement. Rêve un peu comme ça. Ouais, un rêve. peu, Mais c'est entre le rêve et quelque chose de digital. Donc, ouais, oui. mais, Avec un peu de glitch, mais mal fait. ouais. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette scène d'exposition? Parce que moi, j'ai trouvé complètement horrible cette scène d'exposition où c'est un truc où ça te permet de revenir en arrière et de raconter l'histoire de ce méchant, de ce bad guy. Parce que, en fait, le bad guy,
C'est pour ça que j'essaie de vous faire aller sur ce terrain-là, mais sans succès. je constate. Qu'en fait, au début, on le voit un petit peu, puis en fait, au final, après, on est centré sur la catastrophe de la Lune qui descend, mais jamais sur la cause de pourquoi la Lune. Parce qu'à un moment, le gros geek dit oui, mais en fait, c'est bizarre, la Lune essaie de corriger sa trajectoire. Oui. La première tentative, en Ouais. fait. Et donc, du coup, C'est ça, et à la fin, dernier truc, à la fin, quand ils sont dans la Lune creuse, quand justement ils sont avec leur vaisseau, ils sont poursuivis par ces nanoparticules qui sont comme une main qui essaie de l'attraper. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est que la conscience des ancêtres des humains ont placé la Lune là pour transférer leur... J'ai du mal à rester sérieux en écrivant le scénario, mais ils ont transféré une part de leur ADN dans le vivant de la Terre pour faire en sorte que les humains reviennent à la vie. Mais la structure des ancêtres, qui est la Lune, est venue sans humains. Proche de la Terre, mais avec leur technologie a réussi à transférer cet ADN sur Terre. Ouais. Voilà. Et donc, leur système de géométrique, à ce que dirait Halle Berry, permet de mettre en place une orbite autour de la Terre. Et apparemment, ils ont mis en place ce truc pour que si elle a envie de s'écarter de cette orbite, elle y retournera toute seule. D'accord. Ça n'a aucun sens. Ah, ok, mais ça, J'ai pas capté ça. C'est pour ça, en fait, c'est comme ça qu'ils expliquent le fait que quand l'intelligence artificielle est déchue, la Lune retourne sur son orbite d'origine. Parce qu'elle est programmée pour y rester. Ok. Bienveillante. Ça n'a aucun sens. Waouh. Mais voilà. Bien vu, Jérém. Mais en même temps, dans cette scène d'expo, on apprend aussi que nos descendants, nos soi-disant descendants, auraient terraformé la Terre. Exact. Donc, voilà. Grâce à la structure, à la mégastructure en elle-même. Et encore une fois, ce qui n'a pas, enfin, ça n'a aussi pas beaucoup de sens parce que cette mégastructure a la capacité de passer de galaxie en galaxie et de système solaire en système solaire pour trouver l'endroit idéal. Et ce qu'il montre, c'est que la Terre était une planète en formation et complètement pleine de lave, gazeuse, enfin pas du tout habitable. Et ils choisissent celle-là pour la terraformer, alors qu'ils avaient le choix parmi des galaxies entières et des systèmes. Enfin, ça n'a aucun sens. Et il nous faut un petit Tree of Life, et ensuite 2 secondes de Tree of Life. Ouais, il résume la première demi-heure de Tree of Life en 20 secondes. Ah, exactement. Et là, il y a un côté les ingénieurs de Alien, enfin de Prometheus et de Covenant. Oui, il y a un côté Mais Prometheus moins... quand ils sont dans le... Oui, les créateurs. Ouais, mais autant, tu vois, dans Covenant, qui était la seule moment intéressant de Covenant qui n'a malheureusement pas été exploité par Ridley Scott, cette scène d'expo est hyper intéressante. Tu kiffes la voir. Là, je suis désolé, l'espèce de faux sous Elysium, dessous, tu vois, de théorie de l'homme éternel. Mais je sais pas si vous avez joué au jeu Halo. Oui, un petit peu. Ouais. Mais c'est un FPS de Microsoft. Et pourquoi le jeu s'appelle Halo? Parce que c'est l'idée que les humains ont créé un halo, donc un anneau, d'accord, ok. qui tourne sur lui-même pour recréer la gravité et former une vie avec de la nature, des montagnes, des trucs sur ce halo. Et c'est complètement ça qui est repris. Il n'y a pas un film qui a été fait là-dessus? Il n'y a pas un film Halo? Il y a une série qui vient de sortir. Ouais, ah ouais? Qui est dispo sur Canal. Sur Paramount Plus aux États-Unis, mais je sais pas peut-être sur Canal en France. Tu l'as vu en France? Non, j'ai pas vu. Parce que je sais qu'il y a un film Doom, mais. Ouais, mais Doom là avec The Rock et Karl Urban. Avec ce moment, ce seul moment de 2 minutes où. Mais effectivement. D'accord, ok. Ouais, non, et on pourrait se faire Halo d'ailleurs. On pourrait se la faire et la commenter. Ouais, je sais pas ce qu'elle vaut. Je connais pas beaucoup plus que ça le scénario des jeux. J'y ai pas joué. Non, par contre, pour les fans d'Halo, il y a le bon fan film fait par Neil Blomkamp. Parce que Neil Blomkamp, le réalisateur de District 9 et Elysium d'ailleurs, et Chappie, justement a travaillé à faire un fan film en mode guérilla. Et franchement, le fan film est génial. Les effets spéciaux mettent
tout le monde à l'amende, quoi. C'est d'une qualité incroyable. Ah bah. C'est dispo sur Netflix, si t'as l'occasion Ok, de... cool. Comment ça s'appelle? UAT? Non, c'est comment? Denis Blancpain. Ouais, enfin, c'est ces petits courts-métrages, Ah, en c'est fait, short, qu'il a. c'est Hot Studio. Hot, C'est ouais. qu'en fait, il a développé ça après. Je crois que c'est après Chappie. Et après Chappie, après l'insuccès de Chappie, il a bossé avec le Malheureusement. film Hot Studio. Et donc, du coup, il a fait un film guérilla, un espèce de short film en mode guérilla avec Sigourney Weaver sur des aliens. Enfin, sur un V. En gros, c'est l'histoire de V, des aliens lézards qui envahissent la Terre. Il dure 20 minutes, il est dispo sur Netflix. C'est super intéressant et tu as le style de mise en scène de Neil Blomkamp que j'aime beaucoup, Ouais. où vraiment cette caméra portée à l'épaule, ce côté très guerre urbaine. District où 9, quoi. Voilà, District 9. Et donc ça, on conseille activement d'aller regarder, d'aller jeter un œil. Allez-y. Et du coup, bah, cette fin de film, quand même un peu aussi, qui tombe à plat, quoi, Moonfall, quoi. Tu sais, Ouais, très vite expédié. Ouais. Ouais. C'est comme un Calipo, tu vois, c'est comme un Mr. Freeze à la fin. Tu vois, t'as poussé. T'as les doigts dégueulasses qui collent parce que justement t'as bouffé toute la glace et donc du coup tu sais pas quoi foutre de ce bâton merdeux. Enfin, tu vois, moi je mets ça, je mets une analogie avec ça, quoi. Et ouais, et puis il y a plein d'éléments de scénario qui sont juste là pour solutionner des trucs qui sont compliqués à solutionner. Les Typiquement, retrouvailles, hein. non, typiquement la technologie des ancêtres qui permet de tout réparer avec leurs rayons Ah, verts. oui, on a une nouvelle caisse. On ressuscite les gens alors qu'ils ont plus d'oxygène. Oui, ça On répare aussi, le ouais. vaisseau sans Le explication. transhumanisme à 2 balles Ouais. de la Lune de nos Et ancêtres. apparemment, il transfère des pouvoirs au personnage principal parce qu'il peut ouvrir la porte tout seul. Exact. Tu Et sais puis pas il a trop. ce talent aussi de piloter la navette. Oui, par la suite, il devient une sorte de super-héros avec un savoir absolu il contrôle- ouais. Ça devient un peu effectivement super héroïque. Mais il y a un truc qui m'a fait C'est pas du rire. saga. Il y a un truc qui m'a fait rire, c'est quand ils sont partis à la mission suicide justement avec la navette Endeavour pour aller foutre un EMP sur la Lune pour buter le méchant, enfin l'alien. C'est qu'à aucun moment ils ont pensé à un retour. Et l'idée du retour sur la Terre est expédiée justement en 2 secondes avec Alberi qui fait bah en fait on est juste à côté de la Terre donc on fait juste une petite poussée et on y est, quoi. Ouais. Je ne dirai rien. Et Alberi, comment vous l'avez trouvé, Alberi? Bah, c'est dommage. Moi, j'adore l'actrice et Elle est à côté pour moi. bah ouais. Toutes ces scènes, elles sont à côté, quoi. Bah, C'est, son texte est pourri aussi, hein, donc. Ouais, ça ne marche Ouais, pas. mais elle est pas. Mais c'est en général un peu tous les acteurs. T'as l'impression qu'ils n'y sont pas, comme tu disais. L'implication dans les scènes d'action, Ouais, tu n'y crois pas, quoi. ils viennent prendre leur cachet. Mais elle avait une Les série scènes dans qui les était pas mal, navettes d'ailleurs. où ils font des trucs de dingue dans la navette. À aucun moment tu sens une tension, tu n'as jamais peur, Ouais. Et elle, la scène avec son fils où elle pleure, mais tu fais, mais attends, j'y crois pas. Non, pourtant, elle est vraiment chouette. Enfin, elle a plus rien à Ah oui, prouver, mais normalement, je pense que attends, la dernière fois que je l'ai vue, c'était quoi John Wick 3, peut-être Ouais, John Wick hein 3, tout à fait. Qui Mais fait- non, ouais, c'est mais elle en a- Extant. Extant. Extend. Mais elle en a fait d'autres, elle en a fait d'autres après. C'est en 2 saisons et elle joue une astronaute comme ça qui est, je crois qu'il est stérile et qui va sur une station, une espèce de l'ISS et elle tombe enceinte. Ah, ok. Et la D'accord. série, elle est pas dingue, mais elle était intéressante. Ça passait bien. Ouais. Malheureusement pour elle, elle est un peu abonnée à ce genre de film. Bah, le problème, c'est qu'elle est dans une mauvaise tranche elle est quand même en 66. Hein. Mais elle a fait un film sur Netflix là où elle joue une boxeuse. Ouais, pareil, c'est elle qui l'a réalisé. C'est elle qui l'a réalisé, Ouais. exact. Ouais. Ça a l'air pas mal. Elle fait du MMA, hein, je Ouais, pense. c'est ça, je crois. Elle s'est vraiment donnée à fond. Et c'est À après fond. John Wick, hein, je crois. Du coup, Ouais. c'est Ouais, un ouais. peu le mood, mais. Bruised. Bruised, ouais. Peut-être, ouais. Bruised. Mais pour cette fin, moi, ce qui m'a beaucoup fait chier, c'est tous les sacrifices qu'il y a et le traitement des gens qui sont sacrifiés. Mais c'est évacué à mort, quoi. Quand ils arrivent sur Terre et bah, il est où? Il n'est plus là. Et papa, il est où? Ah, mais si, parce que oui, mais le père, il l'appelle au téléphone à la fin. Y a pas ça?
tout à Non, la fin c'est elle, c'est la mère. Non, c'est la mère. Ah, ok. Et ils la retrouvent et ils arrivent en hélicoptère pile poil à ce moment-là. Oui, D'ailleurs, mais tu comprends. Ça, c'est- je t'avoue, j'ai regardé 2 secondes ailleurs et j'ai vu ça, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, mais s'il vous plaît, il n'y a même pas de respect par rapport à tout ça, quoi. Donc, enfin, c'est là la grosse déception. Mais voilà. Oula, je suis beaucoup plus méchant que j'ai commencé. En fait. Ah, mais c'est pas le genre de film qui gagne à être décortiqué, hein, c'est ça. C'est ça, c'est plus sur le- C'est clair. Oh oui, ça, Oui. tu as tout à fait raison. Oui. Ça, Eh c'est bien, pas bon, en messieurs, fait. Ouais, je crois que c'est les mots de la fin. Un mot de la fin, du coup Bah, JB. malgré le fait que ce soit pas top. nanar. Voilà, je reste de nouveau sur ce film, sur ce Ouais. mot de fin, nanar, comme à ma partie sans spoiler. Mais on Nanar. sait déjà que son prochain film, on ira le voir. Je pense, oui. Enfin, on n'ira pas le voir, on le regardera. On le regardera. À mon avis, où est-ce qu'il pourrait aller Il a Il pas ira fait les peut-être- fonds marins encore. Ah putain, un espèce d'abysse. Une sorte d'abysse. Là. Mais c'est l'antise derrière. Hein. Dès que c'est les fonds marins, ça veut Mais ça, dire c'est la merde. tournage Attends, sous l'eau, ça veut dire ça Il y a veut pas dire marqué, des c'est ça, emmerdes, James des emmerdes, Cameron, des emmerdes. effectivement, T'as ouais. pas une anecdote sur son prochain film sur IMDb ou sur. Non, il n'y a pas. C'est trop tôt. Il n'y a pas vraiment grand chose. Et pourtant, ça fait 2 mois. Non, ce qui est dit, ce qui est dit souvent un petit peu, et c'est ça qui est marrant, c'est que c'est un film quand même qu'il a en tête depuis 2016, en fait. Donc ça fait quand même un petit moment qu'il l'a. Avant, Ça germe en lui. avant Independence Day. Mais il a fait Non, Independence Day pour. 2016. Pas Independence Day, c'est après 96. 96, le premier. Tu parles du deuxième, toi? Ouais, le deuxième, ouais. Le deuxième, je sais même pas quand C'est est-ce le que c'est. 2016. Il l'a fait pour ça. financer Moonfall. Bah, ouais, après, il y a quand même. Non, il y a Midway. Il y a Midway. Il y a Midway, Entre ouais, toi et pardon, moi, ouais, entre-temps, effectivement. donc, non, et puis ce qui est marrant avec Roland Emmerich, et là on le voit beaucoup dans ce film-là, c'est qu'il déteste jouer au naturel, quoi. Lui, l'écran vert, Et il kiffe, quoi. c'est ta théorie, ça? Il déteste. Non, il le dit, il y a même un petit truc par rapport en fait à la lumière naturelle où apparemment avec son chef-op, ils essayaient un petit peu d'avoir un éclairage naturel et lui de se dire je suis partisan pour ne pas employer l'éclairage inutile comme les rétroéclairages très forts ou des lumières latérales sans raison légitime. Donc là, il essaye un petit peu dans ce sens-là et en plus il est pas fan du tout en fait. À partir du moment où il contrôle pas, Ouais. il aime pas. Ouais. Et Roland C'est son Emmerich, côté allemand. il a ce côté où il faut qu'il puisse contrôler Du coup, studio studio à fond. Mais ça se voit, même la scène de l'hôtel. Au début, quand ils se retrouvent tous à l'hôtel, là. Même Oui, l'hôtel c'est est une catastrophe. fake, quoi. C'est éclairé avec les pieds. Ben, C'est tous les clair. plans larges de l'hôtel sont en 3D. Hein. Tu n'as et- aucune. Exact. Tu vois jamais l'hôtel en vrai. C'est- Il n'existe pas. C'est un studio pour l'intérieur et un hôtel qui n'existe pas en extérieur. C'est même ça, quoi, s'il te plaît. Quoi. Ouais. Enfin bref. Bah, du coup, moi je dirais fake news. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Non, bah allez le voir entre potes sur un bon screen avec un bon son, mais voyez-le quand même. C'est un bon moment à passer entre potes. Je suis Voilà. d'accord. Voilà. Merci. Merci à vous. les gars. Et une dernière chose par rapport aux Zeratum de Michael Bay. Dernière chose. Ouais, Qu'est-ce que moi vous voulez dire j'ai par balancé. Tu sais qu'apparemment que Michael Bay, je disais qu'il avait cette salle où il va se. La Bay Room. Et ben en fait, ça s'appelle la War Room. Ah, la War Room, c'est pas la Ouais, Bay donc Room. on a donné un faux nom à cette pièce. Ah, putain. Explique un peu la pièce pour ceux qui ont pas. C'est en fait c'est une pièce en fait qu'il s'est accordé Michael Bay pour pouvoir un peu imaginer ces scènes d'action. Donc, en Et gros, très peu de monde en fait peut rentrer dedans. Il y a la petite histoire, il y a Steven Spielberg qui a été un des seuls à être autorisé à rentrer dans cette salle pour pouvoir un peu voir comment est-ce qu'il faisait. Par exemple, c'est quelque chose qu'il a créé en fait sur Transformers, où il avait besoin de s'isoler en fait pour pouvoir créer ces scènes d'action un peu dingues. Et c'est vrai que dans Transformers, t'as quand même Et beaucoup de scènes comment dingues. il les crée? Avec des jouets, mon à mon gars. avis, avec des jouets, avec des action figures. C'est un gosse, et- c'est un putain de gosse qui est là. en genre train il de- filme des jouets en Non, mais mouvement. non, il, il, fait- tu sais, il euh, prend avec les mains, il joue avec les mains, tu vois, des jouets. Et puis Mais il pour fait- visualiser, il les filme en miniature. Non, c'est c'est dans sa tête. Il Ah est, ouais. il est là, il recrée des situations, avec des maquettes, et il est vraiment un truc de dingue. Ouais, c'est une et salle de jeu quoi. Et il Voilà. appelle ça la War Room C'est en la- fait. Et très peu de personnes sont autorisées à rentrer dedans. Et apparemment, il aurait autorisé Steven Spielberg à Putain, pouvoir y c'est rentrer dingue, parce ça. que Monsieur a demandé quoi. Putain. Donc voilà. Mais on l'avait appelé la Red Room à l'époque, ce qui est Ah. complètement faux. Ah, c'était de ma faute. Hein. Donc voilà. Bah, merci Lionel pour cette Merci. précision Tiens à faire cette utile. petite précision quand même. Voilà. Vraiment utile. Donc on aura quand même beaucoup parlé de Michael Bay pendant ce- Mais ouais, c'était très étrange.
Enfin voilà. Eh bien, merci à vous deux. Toi, Merci. un mot, tu n'as pas dit un mot, toi Oui, c'est vrai. Oui, non, je maintiens. Je suis content de l'avoir vu. C'est un plaisir coupable. C'est évidemment beaucoup de nostalgie, mais voilà. Content de l'avoir vu avec vous. Top. Aussi. Pareil. Allez, à très vite, très bientôt. Est-ce Ouais. qu'on sait déjà quel film on va faire la prochaine fois? Il y a bientôt Doctor Strange 2 qui sort. Ah. Passe. Sam Raimi. Non, j'en ai Sam vu Raimi. aucun avant, donc, mais bon, je peux rattraper. hein. Sachant que c'est Sam Raimi. Non, t'es pas obligé de rattraper. Ouais, mais Attends, tu peux c'est peut-être voir la juste le un, montagne que Doctor tu dois te Strange. taper, mon vieux. t'es Doctor pas obligé. Strange n'est pas si dégueulasse. C'est le seul que je sauve un petit peu de l'ère Marvel. Mais c'est Sam Raimi, donc après. Voilà. Moi, je pense que pour Sam Raimi, à voir quoi. Pour voilà, on va essayer Mais d'expliquer la très mise très en scène mauvaise de- nouvelle, il a été complètement retourné ces derniers mois. Ah, sérieux? Ouais. Par les Complètement critiques. Putain, retourné. merde. Non, en fait, il est retourné en post-prod. Ah merde, ok. Le film a été fait, il est retourné en post-prod, ils ont refait une grosse C'est pour ça qu'il a été repoussé. grosse partie, à cause de Spider-Man apparemment. Ce qui est absolument effrayant maintenant. De voir que parce qu'un film fonctionne, on refait. Pour s'aligner mieux dans ce sens-là ou... Certainement pour mettre un petit peu plus De ci et de ça. de ce que veulent les gens. Quoi. De nostalgique. Donc rien à foutre de ce que veulent les réalisateurs, on donne ce que veulent les gens. Voilà ce qu'est le cinéma actuellement. Voilà sur ces bons mots. D'espoir, espoir du soir, Lionel. Merci. Eh ben, merci à tous. Merci à à vous. tous. Ciao. Ciao. Ciao.